sais pas si je suis en live. Ouais, ça va être en live. Tac. Live. Tac. On va se mettre sur le live tranquillou. Hop, parce que ça fonctionne bien. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui, c'est bon, ça va marcher. Tac. On est bon. On va attendre de voir si les autres veulent venir. Je sais pas s'ils vont venir. On va les attendre 2 minutes. On va attendre 2 minutes. Pardon, je vais peut-être me mettre sur la bonne page. Tac. Allez, on va commencer. Au pire des cas, ils nous rejoindront. Ils verront la vidéo, au pire des cas. Allez, let's go. On y va pour le petit revue de manuel du général. On va juste faire le manuel, on va essayer d'expliquer quelques listes. En tout cas, comment je vois la méta évoluer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des l'SPL ni des scénarios. Je vais faire l'essentiel. On va essayer un petit peu peut-être de parler des points. Je ne les ai pas préparés, donc on fera peut-être ça dans une nouvelle vidéo, on verra. Si vous voulez les gars. Vous me direz. Donc on va commencer par le début. On va essayer de traduire en français aussi pour Seb, comme ça il comprendra. Donc la première règle elle est simple, c'est que tous les héros qui sont sorciers, qui ont moins de 9 points de vie, une carte d'action de 9 or less, et qui ne sont pas uniques, sont Andatorian Locus. C'est un nouveau, c'est l'équivalent du... Ça je sais. Écoute, si t'arrives à suivre le sens, c'est nickel. Donc en gros c'est un nouveau mot-clé que les sorciers de moins de 9 points de vie qui ne sont pas uniques débloquent. C'est un peu l'équivalent de l'ancien GC en fait, mais là c'est que les sorciers qui l'ont. Voilà, ça leur permet de débloquer des petits bonus, pas de fou, mais des petits bonus quand même. Donc ça c'est la première règle, pas très impactante pour le moment. Ensuite on a une deuxième règle. C'est le joueur qui joue en second, après le start of the battle round. Après les priorités ont été faites, le joueur qui joue en second, il peut choisir un de ses héros. Soit son héros c'est un Andatorian Locus, donc un sorcier de moins de 9 points de vie qui est unique. Et dans ce cas, il peut cast et unbind, donc il peut lancer et dispel un de plus pendant le round. Soit, c'est pas un Andatorian Locus, c'est un autre héros, donc un sorcier de plus de 9 points de vie, ou qui est unique, ou un héros qui est pas sorcier tout simplement. Et dans ce cas, on reçoit gratuitement un PC en plus. Donc en fait, ça fait que dans un cas, on va pouvoir caster unbind plus facilement, enfin plus. Et dans l'autre cas, on va gagner quand même, on va commencer tour 2 avec 4 PC quand même, ce qui n'est pas déconnant. 4 contre 2, ça fait un bon impact déjà. Après, seul ce héros pourra l'utiliser, le PC que tu gagnes, mais ça reste quand même un bon PC. En général, on rappelle que c'est un ordre à 18 pouces, donc c'est pas déconnant. Donc déjà, on va parler de cette règle. Cette règle, je l'ai vue en application. Elle est beaucoup plus game changeante, elle change beaucoup plus la game que ce qu'on avait avant avec le double action héroïque. Donc ouais, c'est quand même beaucoup plus changeant. Pourquoi? Parce que un sorcier, ça m'est arrivé moi de voir un slan qui a moins de 10 points de vie, qui n'est pas unique du coup. Et donc du coup un slan qui commence à caster un sort de plus, à dispel un sort de plus, ça commence à faire très mal. On va penser à tous les héros de Zinch qui vont pouvoir cast plus, donc générer plus de points d'invocation gratuitement en fait, juste parce qu'ils sont joueurs second.
On va avoir, en fait, on a beaucoup de petits sorciers qui aiment bien parce que la plupart du temps, ben, quand tu as un petit sorcier, eh ben, tu lances ton sort que tu es venu choisir, donc tu es venu mettre ton sorcier. À côté de ça, tu vas quand même pouvoir te faire un Mystic Shield gratuit. Donc c'est toujours ça de prix. Là, il y a beaucoup de petits bonus en fait à ça. Et même si tu le fais pas sur un sorcier, que tu joues des listes sans sorcier, tu vas pouvoir avoir un point de commandement en plus et c'est quand même plus qu'avant où avant tu faisais ton CP sur 4+, et deuxième chose, ben tu savais pas trop quoi faire. Là, c'est gratuit et en plus de ça, ça n'empêche pas de faire ton 4+ pour un CP, donc vraiment tu peux faire des tours 2 à 5 CP sans problème. Voilà. Ça c'est plutôt très changeant et en fait c'est plutôt très fort comme règle, va falloir y penser, c'est ce qui va être dur au début, mais vraiment en y pensant, on va pouvoir arriver à des bons combos je pense, avec des sorciers de niveau 1 qui vont passer des sorciers de niveau 2 et donc qui vont pouvoir permettre des petits tricks en plus. Bon, bref, j'aime beaucoup cette règle. Pas trop forte, juste équilibrée, qui donne un petit avantage à celui qui joue en second. Peut-être même des fois, quand ça pèsera dans la balance du est-ce que je prends le tour ou est-ce que je le laisse, le côté à mon tour je pourrais lancer 2 sorts. On verra. Ensuite on arrive sur les Primal Magic, la magie primale. Qui est très forte, je trouve, qui est assez... c'est en fait ce qui va définir un petit peu toute la saison. Donc au début de chaque phase d'héros, chaque joueur va ajouter un dé. Sur 4+, les joueurs vont gagner un dé. Donc on va ajouter un dé chacun. Et sur chaque 4+, on aura un dé chacun. Quoi qu'il arrive. Donc si jamais sur nos dés, il y a 2 4+, et on a 2 dés chacun. S'il n'y en a qu'un, ben on a un dé chacun. Pour bien expliquer la mécanique, parce que c'est pas non plus hyper bien détaillé, ils ont mis 17 paragraphes pour expliquer ça, donc je vais essayer de bien l'expliquer aussi. Comment ça s'utilise? Quand tu lances un sort ou que tu dispelles un sort, tu peux utiliser après le lancement, donc tu vas lancer tes 2 dés, et après tu peux dire bon, ben, je rajoute un dé primal, on va les appeler dé primal. Je vais pouvoir lancer un dé primal en plus, donc par exemple tu vas faire 7 et tu dis putain c'est pas assez, je vais lancer un dé primal en plus. Ça va te faire plus d6 en fait. Et après, quand tu as vu ce résultat, tu peux encore relancer un autre dé. Tant que tu en as, en fait, tu peux en relancer. Sauf que c'est l'usage unique, bien sûr, les dés. Quand tu en as plus, tu n'en as plus. Et après, il y a plein de détails. Exemple, si jamais, enfin, c'est des détails, mais c'est important, en fait, tu peux pas reroll puis rajouter des dés. Tu peux pas non plus reroll une fois que tu as ajouté tes dés. Si tu choisis de reroll, tu peux plus ajouter de dés. Donc, en fait, tu vas faire ton G, tu vas faire 4. Et ben, tu vas devoir garder ton 4 si tu veux ajouter des dés. Si tu peux reroll, tu vas peut-être te dire bon mais je veux pas ajouter de dés mais je reroll. C'est voilà, c'est un peu complexe. Le dé que tu additionnes, c'est considéré comme une valeur modifiée. Donc par exemple, on pense à Skragot maintenant qui lance autant de dés que la valeur de lancement, mais c'est la valeur de lancement maintenant elle est non modifiée. Donc elle va pas compter les dés primales, et tant mieux parce que sinon ça veut dire que Skragot il peut monter à une valeur de lancement de 18, lancer 18 dés sur chaque 3+, te faire une BM et raser une unité complète. Donc ça c'est très bon, en fait ça va fiabiliser tes sorts, ta magie, etc. Par contre ça a un risque, c'est-à-dire que dès que tu vas faire un fiasco, donc avec 1, 2D, 3D, dès que tu vas faire un double 1 avec tous ces dés, au lieu de prendre D3 BM, tu prendras D3 plus 3 BM, et toutes les unités Within 3 prendront D3 BM. Donc en gros, ton sorcier va un peu imploser de magie et ça va faire une onde de choc qui va un peu taper sur tout ce qu'il y a autour. Donc ça va devenir compliqué parce qu'en fait, quand tu lances tes dés de lancement de sort classique, donc par exemple, tu prends tes 2 dés, tu fais 1 et 5, ça fait 6. Si tu veux rajouter ton dé pour aller plus haut, eh ben, tu as une chance de faire un fiasco en fait. Tu le sais que tu as une chance de faire un fiasco, c'est une prise de risque. Et en fait, si jamais tu fais ton 1 à ce moment-là, ben, tu fais tout exploser en fait. Ça ne paye pas. Donc la plupart du temps, en fait, je pense que quand tu vas ajouter ta valeur de lancement et que tu vas faire un 1, et ben, tu te diras, ben, mon sort passera pas, tant pis. Mais je prends pas le risque de faire exploser mon chaman en fait. Parce que D3 plus 3, bon, ben, sur les sorciers, parce que tu n'es pas obligé d'être en Datorian Locus pour pouvoir te servir des dés, tu peux être n'importe quel sorcier, Nagash peut utiliser ses dés, etc. D3 plus 3, même sur Nagash, même sur des sorciers à beaucoup de points de vie, ça fait très vite mal en fait. Donc D3 plus 3, tu montes à stat 5 BM quoi. Donc c'est très punitif on va dire. Et tu peux même utiliser ces dés, donc du coup tu peux utiliser ces dés pour lancer des sorts et pour les dissiper. Très bien. Et si par contre si tu fais un double 6, ça c'est l'inverse, si tu fais un double 6, le sort est successful, donc il est réussi, et ne peut pas être dissipé.
Par contre, surcroît de magie de fou, et aucun autre sort peut être lancé par le sorcier. Donc, et on reprend, ouais, c'est ça, c'est en gros, donc le sort est successful, ne peut pas être dispel, le sorcier ne peut plus lancer de sort, et tout le monde reprend encore un dé magique. En gros, il y a une grosse vague de magie sur la table, le sorcier il est transcendé par cette vague de magie, donc il peut plus rien faire pour cette phase de magie, et tout le monde récupère des dés de magie parce que il y a de la magie sur la table, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. C'est bien et en même temps c'est pas bien. Par exemple, le Nagash qui va claquer son double 6 dès le début, en fait tu vas annuler la phase de magie de Nagash. Bon. Par contre, un petit sorcier qui va vraiment falloir passer un sort important, que tu fais ton double 6, tu t'en fous un peu, qui lance rien derrière, t'es content que ton sort passe sans pouvoir une Twinbind, parce que le problème en fait de ces dés primales, c'est que ça fiabilise le lancement, mais ça fiabilise encore plus la dissipation, et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Le manuel, c'est qu'il est basé sous le signe de la magie, et en fait ce qui est le meilleur dans ce manuel, c'est la magie, c'est la dissipation. Pourquoi ? En fait, comme je disais, déjà le fiasco fait mal. Donc la personne va vouloir lancer son sort, si elle fait un 1, elle ne pourra pas rajouter son dé. Donc dans ce cas, le mec d'en face qui aura lui aussi des dés primales, il pourra dispel avec 2d6, puis rajouter un 3d, 4d, parce qu'en fait lui il peut pas prendre de fiasco, donc il peut rajouter autant de dés qu'il veut. Donc si jamais on fait un 1, on va avoir du mal à passer nos sorts, parce que si l'autre veut vraiment le dissiper, il aura plus de dés que nous, et donc il pourra le dissiper. À côté de ça, on va penser aux sorciers, par exemple on va penser à Tzeentch, qui avant fiabilisait 9 sorts, où on pouvait pratiquement rien dissiper à plus 2, plus 3, reroll, échanger les dés petits en plus gros, etc. Tzeentch était très fort, parce que très dur à dissiper pour un sorcier classique. Là, avec les dés, en fait, on va avoir une puissance de dissipation qu'on va pouvoir mettre où on veut, une fois qu'on sait que l'adversaire a lancé son sort. Donc je m'explique, le lanceur lance ses dés, rajoute ses dés primales, s'arrête et dit, bon ben voilà, ma valeur de lancement c'est 14. Et dans ce cas, le défenseur peut dissiper ou pas. Donc en fait, le défenseur va pouvoir forcer l'autre à utiliser ses dés primaires, dans le sens où, ok, t'as fait que 11, j'ai 2 dés primales, donc si je veux vraiment te le dispel, je le dispel. Et donc dans ce cas, le lanceur de sorts va être obligé de rajouter des dés primales pour vraiment monter sa caractéristique, sauf que sur 10 sorts, il ne pourra pas toutes les monter. Donc en fait, il y a des endroits où il va faire un 7 naturel, il va faire plus de 9, et le défenseur qui voudra dissiper pourra plus facilement venir impacter sur peut-être des sorts moins importants, mais des sorts qu'il n'aurait pas dissipé naturellement, sans ses dés primales, sans tout ça. Donc en fait, ça rend la magie forte, mais en fait, ça rend les armées magiques moins fortes, parce que là où avant, ils étaient incontrables ou très durs à contrer, actuellement, on peut commencer à venir leur mettre des petites aiguilles dans le pied, à lui dire attention, parce que là, ton sort, tu le lances qu'avec 2 dés, moi j'en ai 4 de mon côté, donc si jamais tu lances qu'avec 2 dés, celui-là je vais pouvoir te le dispel, et celui-là là-bas aussi, puisqu'en fait j'aurais utilisé que 3 dés sur le premier, et j'en aurai encore 3 sur le deuxième. Et donc du coup, là où avant il passait 9 sorts, il va penser plus que 7. Donc en fait, même si on a fiabilisé certains sorts, il y en a d'autres qui ne seront plus fiabilisés ou moins bons. Par exemple, un plus 1 à la magie, ça reste bon. Par contre, un plus 1 quand tu te bats contre 2d6 ou quand tu te bats contre 3d6, le plus 1 sur le 3d6, il commence à presque devenir anecdotique. Donc ouais, c'est vraiment... bizarrement, des premiers ressentis de game, la magie est meilleure, mais la défense magique est aussi meilleure. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que déjà, on va pouvoir... t'as fait un 1, je vais pouvoir te contrer très facilement, parce que si tu prends des risques, tu peux te faire exploser tes sorciers. Alors peut-être que parfois ils prendront le risque et que ça payera, mais parfois aussi ça leur explosera la gueule. Donc il y a vraiment ce côté... En gros, l'attaquant, le lanceur de sorts doit vraiment choisir ses sorts qu'il veut faire passer, et les autres, ils seront plus facilement contrables. En gros, c'est ce que j'essaie de dire. Donc ça apporte, et c'est plutôt pas mal, parce que ça apporte un vrai échange et une vraie réflexion sur la phase de magie adverse, là où avant, on regardait par exemple un Séraphon, un Luminette, peut-être pas un Luminette parce qu'il a moins de bonus, mais un Séraphon qui castait à plus 4, tu t'asseyais dans ton siège et t'attendais tranquillement la fin de la phase de héros adverse, parce que quand il faisait 5 avec 2 dés, ça faisait 9, et tu priais pour réussir à faire 10 avec 2 dés, quoi.
Donc vraiment, c'est devenu mieux, plus interactif en fait. Et bizarrement, c'est là où on en vient, la magie, les sorts sont mieux fiabilisés, mais les grosses phases de magie sont plus dures à mettre en place parce que tu vas pouvoir contrer certaines choses. Par exemple, on va prendre un exemple bête. Ombral Sphere Portal plus le spell. Avant, ben, un Lord of Change, c'est pas Lord of Change, c'est un Keeper of Secret, bref, un démon majeur de Dinch. Il lançait le premier, il lançait le deuxième, aucun des deux était facilement dissipable, on n'en parlait plus, il lançait ses deux sorts. Maintenant, il va falloir qu'il fiabilise avec des dés en plus le portail, parce que sinon, l'autre il va pouvoir le dispel avec ses dés de primal, et ensuite il faut qu'il refiabilise avec des dés primal le sort qu'il veut faire passer à travers son portail, parce que sinon pareil, il va pouvoir être contré. Et en gros, on va devoir utiliser une ressource sur le premier et une ressource sur le deuxième, et si jamais une est un peu plus faible que l'autre, ben l'autre va pouvoir utiliser sa ressource primale pour enfin dissiper ce combo quoi en fait. Voilà. Donc ouais, très fort pour fiabiliser la magie, mais très fort en défense, même plus fort en défense que en gros la défense a vraiment gagné. La dissipation a vraiment gagné sur le lancement de sort. C'est mon avis. On verra si ça se passe comme ça. C'est mon avis sur les premières games que j'ai fait. Ensuite, on va passer du coup aux enchantements. Donc ça, c'est si on n'a pas de sorcier sur la table. Quand on parle de sorcier, on parle d'unité et de héros. Donc par exemple, un luminette qui va pas jouer de héros sorcier, mais qui va jouer que des unités d'archers, par exemple. Ben, il n'aura pas le droit parce que ben, il aura bien des sorciers sur la table qui seront des héros. En fait, il faut rien avoir qui lance des sorts, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si jamais tu as pas de sorcier sur table, tu débloques un de ces 3 items que tu peux donner à un héros qui n'a pas d'artefact. Donc il faut vraiment que le héros n'ait pas d'artefact pour pouvoir lui donner ça. Donc on va voir, c'est un petit peu gênant, mais pas trop. Il y a des combos qu'on aimerait faire et qu'on peut pas faire en fait, mais c'est pas grave. On fera avec. Ça booste beaucoup de... Et si je te le sors en bouteille KO, alors je vais relire. Army unit with abilities that would allow a unit to cast a spell in the same manner as a wizard. Donc en gros, si jamais dans ton sort en bouteille il est écrit que tu lances un spell de la même manière que si tu étais un wizard, tu n'y as pas le droit. Par contre, s'il y a écrit que par exemple ça invoque le spell, enfin là, comment je le lis, après ça sera sûrement faqué pour être plus précis, mais faut juste relire ta règle du sort en bouteille, exact. Mais là, ils disent que si jamais tu or an ability, allow you need to cast a spell in the same manner as a wizard. Donc ouais, c'est vraiment si tu castes comme un sorcier en fait, tout simplement. Bon, on arrive sur ça. Du coup, il faut pas qu'il ait d'objet. Et du coup, si t'as pas du tout de sorcier, tu débloques ça, c'est gratuit. Tu peux avec un warlord en prendre un deuxième qui n'est bien sûr pas le même pour allouer un deuxième héros. Et donc là, on va avoir 3 objets différents. On va avoir le premier, le sorcier peut dissiper les endless spells à la phase de héros ennemi, de la même manière qu'un sorcier. Et à chaque fois que tu unbind a spell or a dispel an endless spell, donc attends, on reprend depuis le début. En fait, tu peux dissiper un endless ou un sort. Et à chaque fois que tu vas réussir à dissiper un endless ou un sort, tu vas pouvoir retenter une dissipation derrière. Donc admettons, tu dispelles un sort, un endless, bah après tu as le droit à une dispel. Tu dispelles un sort, bah hop, tu as le droit à une dispel. Donc cet artefact, il est très bien, et c'est l'un des meilleurs à la première lecture, dans une armée où tu vas avoir des dés primales, parce que en fait, si tu arrives à avoir par exemple 2 dés primales, ça va être un peu compliqué, mais si tu y arrives, avoir 2 dés primales, bah, tu vas être capable de dire bah, je vais dispel ce sort plus celui-là avec mes dés primales, je vais laisser passer tout le reste, c'est pas très grave, mais il y a 2 sorts où je vais pouvoir avoir mon petit argument, et si j'arrive vraiment à dissiper le premier, je pourrais essayer d'en dissiper un deuxième. Donc vraiment, ça apporte quelque chose de vraiment une défense magique en fait, tout simplement, où tu vas pouvoir, bon pas les sorts impactants, parce que comme on disait tout à l'heure, les sorts impactants seront très fiabilisés, mais tu vas pouvoir commencer quand même à pouvoir contrer un petit peu la magie adverse. C'est pas mal, on a trouvé des petits combos de base. De base, au début, on pensait l'inclure un peu partout. En fait, on se rend compte que juste une dispel seule, c'est pas fou. Il y a les dés, comment on dit, il y a les dés.
les déprimals qui vont venir aider. Il est bon, il n'est pas auto-inclus, mais il est très bon. À côté de ça, on va voir le deuxième. Beaucoup de monde l'aime bien, moi j'ai un peu de mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois par partie déjà, ça je trouve ça un peu restrictif. Alors le truc derrière est bon, mais c'est pas non plus insane. Donc une fois par partie, tu décides d'utiliser cet objet. Et dans ce cas, il y aura des fiascos sur des double 1, double 2 ou double 3. On rappelle qu'on a des dés primales. Donc en fait, le mec va lancer 2 dés. Et si jamais il doit rajouter un dé par-dessus, avec ses dés primales, et bien s'il a 1, 2 ou 3, il y a une chance sur 2 qu'il fasse un fiasco. Enfin, il y a plus de chances qu'il fasse des fiascos grâce aux dés primales, et donc qu'il fasse exploser son armée, etc. C'est bon, on va pas se mentir, un double 1, un double 2 ou un double 3, ça va vraiment faire réfléchir à l'autre. Le problème, c'est qu'à côté de ça, vu que t'as pas de sorcier dans ton armée, t'as très peu de défense magique. Et donc en fait, tu vas pouvoir dire à l'adversaire un tour, ben ouais, si tu fais des doubles 1, 2 ou 3, tu vas prendre des fiascos. Sauf qu'en fait, l'adversaire, vu qu'il n'a pas vraiment de résistance en face, et qu'il n'a pas vraiment de dispel non plus en face, puisque l'item ne permet pas d'avoir plus de dispel, donc la seule que tu peux avoir, c'est grâce à l'action héroïque, ou alors avec des sorciers qui ont des dispels déjà dans leurs règles, peut-être. Dans ce cas, peut-être que tu viens chercher parce que tu peux commencer à le tatiller, ouais, peut-être. À lui dire attention, je peux te dispel et en plus, quand tu vas utiliser tes dés primales, tu vas avoir plus de mal à lancer tes sorts et à pas faire de fiasco. Donc vraiment une phase de magie qui va être compliquée pour l'adversaire. Mais si on n'a pas ces sorciers qui dispellent les sorts, en fait, l'adversaire a juste à lancer les sorts naturellement. Et un double 1, un double 2 ou un double 3, ben, à chaque fois c'est une chance sur 36, ça fait 3 chances sur 36, une chance sur 12. Pour D3BM, c'est pas non plus, il va pas faire de phase de magie à cause de ça. Bon, jusque-là, rien de choquant. Et en plus de ça, tu vas pouvoir lancer un dé pour chaque Endless Spell sur la table. Sur 5+, le Endless Spell est dispel. Bon. Des Endless Spell, on n'en voit pas. Enfin, c'est rare des armées qui en jouent 4, 5, 3, c'est 3 le maximum. Donc c'est rare des armées où on en voit 3. Il y en a. Stats sur les 3, tu en dispel 1. Bon. Une fois par partie. Bon. Pas fou. Oui, bien correct, on va dire. Correct. Si vraiment, je pense que ça va s'adresser à des armées, comme je disais, qui ont déjà des casters, des dispellers dans leur armée, et qui vont vouloir en plus mettre une épine dans le pied adverse. En mode vraiment, fais attention, je peux te dispel, et si tu t'es déprimale, tu vas vraiment avoir du mal. Voilà. Et ensuite, on a le troisième, qui est, je pense, un des plus... Au début, je l'ai lu, je dis c'est pas terrible. Et en fait, on se rend compte petit à petit que c'est peut-être celui qu'on a le plus envie de jouer. En gros, tu vas choisir un de tes héros, du coup, qui va avoir cet objet sur 4+. Quand on lui lance un sort dessus, tu jettes un dé sur 4+. Peut-être une liste Night Hunt avec des Banshees et 0 magicien. Ouais, peut-être une liste Night Hunt avec 0 magicien. On va se couper. Je vais me couper 2 secondes. Ouais, le problème c'est que, est-ce qu'avec 0 magicien, tu préfères pas par exemple aller chercher le premier qui va te permettre de quand même avoir de la dispel, ou celui-là qui va dire à l'adversaire fais attention pendant une phase de magie, peut-être que nanani nanana. Je sais pas. Moi, j'aime bien le Polishnell Stone People, et tu vas voir en Night Hunt aussi, il a son intérêt. En gros, quand une figurine, donc par exemple, l'exemple classique que je vais prendre, c'est les Zigi. Il y a 0 sorcier, le mec il veut pas jouer le sorcier parce qu'il est bidon, il veut jouer des mocrochats, des cochons, aller taper, et voilà. Donc il met cet objet sur sa mocrochat, qu'est-ce que ça fait? Sur 4+, tu dois... Le lanceur du sort doit choisir une autre unité à 3 pouces de lui pour subir le sort. S'il n'y a personne à 3 pouces, le sort n'a juste aucun effet. Donc, selon le positionnement, bah déjà sur 4+, il ignore le spell. C'est plutôt fort. Si jamais il y a quelqu'un à 3 pouces, et ben, au lieu que ce soit par exemple ta mocrochat qui va prendre son DCBM, et ben, ça sera ton pack de 6 cochons qui est à côté. Franchement, à choisir, je préfère que ce soit mon pack de 6 cochons. Mais l'intérêt n'est pas que là. L'intérêt, il est aussi ailleurs. Par exemple, on va prendre l'exemple que tu m'as donné des Night Hunt avec des Banshees. Ça marche aussi avec les Fire Slayer, qui ont déjà des Ignore Spells dans leurs armées.
Donc tu vas avoir par exemple ton général Night Taunt, on va prendre, j'ai pas de nom, mais on va prendre n'importe qui des Night Taunt, un héros Night Taunt, on va dire un héros Night Taunt, qui est ton général qui a cet item, et l'adversaire veut tuer ton général, il lance le sort sur ton héros. Les Banshees, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de l'arrêter. Hop, ils n'y arrivent pas. Cruciator, voilà, si tu veux. Le Cruciator, bref, il prend son sort. Les Banshees, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Hop, pas de chance, tu jettes un dé, tu fais un jet foireux, tu fais ton double 1 magique là. Paf, foiré. Bon, tu jettes ton dé, tu réussis ton 4+. L'adversaire doit choisir une autre cible à 3 pouces. Il prend ton autre cible, exemple les Banshees qui est à côté. Et là, tu peux relancer tes 2 dés pour re-essayer d'annuler le sort. Et donc c'est là où tes mécaniques d'annulation de sort, elles vont impacter 2 fois. Donc soit ton cruciateur il est seul dans son coin, tu réussis ton 4+, et dans ce cas personne ne le prend. Soit ton cruciateur il est au milieu de ton armée, et dans ce cas tu peux retenter de dispel le sort. Ça marche aussi avec les Fire Slayer, qui ont le même effet en fait, tout simplement, qui peuvent annuler un sort sur 4+. Là tu vas faire ton 4+, tu vas le foirer, tu vas relancer un 4+, tu le réussis, tu relances un 4+, pour re-annuler le sort. Enfin vraiment, voilà. Ça a vraiment des intérêts, ça marche aussi avec les COS. Les COS en Hallowheart, ils ignorent des sorts sur du 5+. Donc du coup, tu vas pouvoir ignorer ton sort, hop, ça passe, hop, tu le dévis. Des mecs à côté de dragons, tu dévis sur les dragons, sur 4+, tu re-ignores le spell, etc. Enfin, il y a... De base, c'est protéger ta pièce centrale. Donc on peut par exemple penser à... Faut pas qu'il ait d'items, donc c'est un peu compliqué, mais par exemple un Vampirland sur Dragon Zombie, qui n'aime pas du tout la BM, ben, peut-être tu vas dire, ben là, il prendra pas. Donc ça peut être intéressant. Cet item, je trouve que mine de rien, c'est l'un des plus efficaces. Si jamais tu as un gros héros ou un héros important que tu as vraiment besoin de protéger de la magie, cet item devient important. Sinon, je pense qu'on basculera sur cet item-là par défaut. Parce que celui-là, il est bon, mais pareil, une fois par partie, ça peut être impactant, mais ça peut être très nul aussi. Donc je pense qu'on partira sur celui-là par défaut pour pouvoir utiliser les Primal Dice, les dés primales assez facilement. Et il y a des petits combos, notamment on en a un quand je vais vous montrer parce qu'il est dans cette liste. Donc il est dans cette liste, c'est le petit Runelord. Donc là il est écrit en allié, mais en fait il est en coalition puisqu'on est en Stormcast. Bon, j'ai fait la liste vraiment pour vous montrer l'arme. Le petit Runelord, en fait, il va pouvoir avoir 7 items. Et le petit Runelord, il a une particularité, c'est que quand il dispel à +2. Donc en fait, on va avoir un héros capable de dispel à +2, et à chaque fois qu'il va dispel un sort, il va être capable de redissiper un sort suivant. Sachant qu'on va avoir les dés primales pour le fiabiliser encore plus. Donc en fait, on va avoir un dispeller à +2 qui va fiabiliser ses premières dispels très facilement, et donc du coup qui va se retrouver à dispel 2, 3, 4 sorts dans la même phase de magie adverse, parce que il a ce +2 de base, il va coûter 100 points, et avec cet artefact, il va être vraiment impactant en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fort, en fait, pour 100 points, comme on dit, dans cette liste, il coûte 100 points, et il vient vraiment bloquer la magie adverse. Voilà. C'est aussi pour ça que, vous voyez, après il y a d'autres, c'est la raison principale, qui est Kirazai, et non pas Krondys, parce qu'en fait, si à Krondys, on a un sorcier dans la liste, et si on a un sorcier à la liste, on n'a pas le droit à ces objets-là. Donc c'est bien, on a Krondys, qui va pouvoir fiabiliser un sort, grâce au dé primal, mais c'est pas non plus la défense magique, elle sera pas bonne, alors qu'en mettant Kirazai qui ne fait pas de magie, qui tape plus fort naturellement, et bien on va pouvoir avoir ce Runelord qui lui va nous apporter la protection magique qu'on cherchait, et qui va pouvoir venir vraiment être une épine dans le pied adverse. Surtout maintenant qu'il c'est plus capable à 12 quand il est à côté d'une unité, vraiment intéressant. Voilà. Donc vraiment, ces deux objets intéressants, celui-là si on a une grosse pièce qu'on veut protéger centrale, ou alors qu'on a un héros important, le Cruciator par exemple, ça marche très bien parce que le Cruciator c'est la tankiness de ton armée en fait. Quand des armées complètes, tu vas vouloir baisser les dégâts. On pense aux Fire Slayer qui vont le vouloir aussi parce qu'ils ont leur bannière qui veulent vraiment pas voir mourir. Voilà, donc je pense voilà ça. Et sinon, je pense que ça part sur celui-là de manière générale, c'est rien de fou à protéger. Hop, on passe à la suite. La suite, c'est les Anatorian Locus Only, donc les héros de moins de 9 points de vie qui sont sorciers et pas uniques. C'est un trait général. Non, c'est les sorts là, on est au sort, pardon. Il y a 3 sorts, donc ils peuvent, au lieu de choisir un sort de leur domaine,
ou un sort de base, ils peuvent choisir un de ces 3 sorts. Les 3 sont bons. Il y en a un qui est... on va les faire un par un. Donc le premier, celui qui avait été montré sur la page du Warhammer Co, il passe à 8, une range de 12. Donc passe à 8, maintenant c'est assez facile, hein, passe à 8 avec les déprimales, c'est pas très compliqué. On a une range de 12. On choisit une unité et on jette un D3. Et on peut changer la valeur de hit, de wound ou de rend de cette unité par la valeur du D3. Je l'explique, par exemple, un script qui est en 3+, 4+, 3+, moins 1, 1. On va faire un 1. Et bien au lieu de toucher à 4, il va toucher un 1. Et là, tu vas gagner énormément de stats. On va faire un 2. Ben, au lieu de toucher à 4, il va toucher à 2. C'est toujours ça de prix. On va faire un 3. Et bien, il va toujours toucher à 4. Par contre, au lieu de reine moins 1, il sera reine moins 3 maintenant. Et donc en fait, tu vas te retrouver avec un sort qui va te fiabiliser énormément l'unité, qui va soit monter énormément ta rend si tu fais ton 3, soit qui va baisser à fond ta valeur de touche, voire de blesse, si ton problème c'est la blesse, on passe aux armées qui blessent à 4, etc. Donc oui. Et puis, en y réfléchissant, même une unité qui fait 3-3 moins 1, 2, ou 3-3 moins 1, 1, qui touche à 3, blesse à 3, reine moins 1, dégâts 1, et bien si tu fais ton 3, il passera de moins 3, dégâts 1. 3-3, moins 3, 1. Et puis si tu fais ton 1 ou ton 2, ben au pire c'est ta valeur de blesse qui passe à 2. Et du coup, avec ton PC, tu vas être capable d'être en 2, 2, moins 1. Voire 2, 3, moins 2, c'est un peu pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment un sort couteau suisse, je pense qu'il sera dans énormément de listes. À part ceux qui sont, on parle des OBR, qui touchent déjà à 2, blessent déjà à 2, qui sont déjà rien de moins 3, bon, ben, eux, ils n'ont rien à gagner. Mais on pense à tous les autres. On peut penser, par exemple, je parlais des Night Hunt, on peut penser aux Aridan. Aux Aridan qui sont en 4+, 4+, de base. 4+, 4+, sans reine de base. Elle gagne plus un touche, plus un bless. Tu lances ce sort, hop, d'un coup elle touche à 1. Elle touche à 1, blesse à 3. Et ben tu gagnes énormément de létalité. Hop, tu fais ton 3. Oh, ça t'embête, tu restes en 3+, 3+. Par contre, tes Aridan qui ont 4 attaques chacun, ben elles tapent moins 3. Et là, tu commences à dire, ouah, c'est plus du tout la même, quoi. Des packs de 10 Aridan, juste 10, hein, on parle même pas de 20, qui te lâchent 40 attaques en 3+, 3+, rien de moins 3, ça commence à saturer violent, quoi. Et au pire des cas, tu fiabilises à fond la touche ou à fond la blesse, et du coup ta stat elle explose en fait. Quoi qu'il arrive, ta stat elle explosera, et on parle même pas, là je te parle des mecs qui touchent à 4, mais je te parle même pas des mecs qui touchent à 5, etc. J'ai joué contre un Bastiladon qui avait 20 attaques hier, il me les a calés rien de moins 3, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Voilà. Donc du coup vraiment un très bon sort, pas très dur à lancer en fait au final, utile pratiquement sur toutes les situations, tout le monde en a besoin, j'ai l'impression. Il y a peu de monde qui se dit bon ben il y a peu de monde qui se dit ben écoute, moi toucher à 1 ça m'intéresse pas. C'est très fort contre les debuffs, on pense aux armées, notamment des armées Gloom que je joue moi, où en fait tu vas commencer à mettre des moins 2 à la touche. Ouais, avec ça je touche à 1, donc viens me mettre ton moins 2, je m'en fous, je serai à 2+. Ça m'est égal. Et vraiment, ouais, c'est un côté très couteau suisse, parce que tu changes la caractéristique que tu veux, qui t'apporte énormément de fiabilisation, donc vraiment un très bon sort, je trouve. Je pense qu'il sera joué pratiquement dans toutes les armées qui jouent de la magie et un peu de corps à corps, parce que le problème c'est que ça ne marche qu'au corps à corps, oui, j'ai oublié de le préciser. Mais ouais, je pense qu'ils ont joué dans énormément d'armures. Ensuite, on passe au deuxième. Casting de 10, range de 18. Tu choisis un incarnate ou un sort prédateur et il devient wild. Alors qu'est-ce que dire de ce spell? Dans la première lecture tu dis ouais, mais il faut qu'en face il y ait un endless ou un incarnate. C'est vrai. Le truc c'est qu'il n'y a pas écrit ennemi. Donc en fait l'intérêt principal que la plupart des gens y voient, le plus grand intérêt en fait, parce que prendre ça dans ta liste pour espérer avoir un sort persistant en face, c'est nul. Par contre, prendre ça dans ta liste où tu as toi-même une incarnation, ça commence à se réfléchir, parce que l'incarnation est meilleure wild. Il y a des combos en fait en wild, tout simplement, quand elle devient sauvage. Le combo c'est simplement lui faire manger tes propres spells. Donc en fait, tu pourrais grâce à un sort la rendre wild, donc la faire avancer et charger, et en plus la nourrir avec tes propres endless spells. Et dans ce cas, la faire monter en niveau grâce à tes sorts à toi.
comme ferait un Kos par exemple, ou comme ferait un Zinch en sacrifiant le Kos, sa sorcière, le Zinch en son Magister. Et ça permet d'avoir ça dans toutes les armées en fait, d'avoir cette possibilité de faire ça dans toutes les armées. Franchement, c'est bon, mais j'ai du mal à me le visualiser. Je sais que par exemple les Kos le font, et les Kos ils sont tellement au fond qu'ils n'ont pas le choix. Les Zinch qui jouent des Incarnates, ils ont toujours cette liaison magistère. Après, est-ce qu'ils le lâchent si souvent cet Incarnate? Je sais pas. Est-ce que construire une autre armée avec l'Incarnate, ça vaut le coup? Parce qu'il faut quand même fiabiliser ta magie. On pense à Séraphon notamment, qui pourrait fiabiliser assez facilement. Mais est-ce que tu as la place de rentrer 480 points d'incarnation? Là, comme ça, je suis assez sceptique sur ce sort. Il apporte quelque chose, c'est certain. Il apporte quelque chose de nouveau. Ou de, pas de nouveau, mais il généralise quelque chose. Maintenant, tout le monde est capable de faire ça. Après, est-ce qu'on va le voir être joué? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est le retour de l'incarnation? J'y crois pas. À voir comment ça évolue, mais j'y crois pas. Et ensuite, on arrive au dernier sort. Je pense que Blizzard s'est tapé un délire, mais en fait, c'est un délire qui est plutôt bon. Range de 12. Valeur de lancement de 12. Donc vraiment une dure valeur de lancement, même avec les déprimales, il va falloir fiabiliser. Je choisis une unité à portée. Elle prend 4d6 dégâts. Voilà. Sur chaque G, bon, on va le dire jusqu'au bout, mais elle prend 4d6 dégâts mortels. Et sur chaque G de 1 sur ce 4d6, le caster va subir des 3 BM. Tu ne peux pas modifier la valeur du sort, tu ne peux pas le passer à travers les ombrales, etc. Pour vraiment le limiter au maximum, parce que 4d6 BM, ça peut être capable de tuer à peu près n'importe quoi. Sauf les méga gargants, bien sûr. Mais bon, ça peut tout tomber, quoi. Je pense que les armées... Alors, j'ai notamment joué contre un Séraphon capable de téléporter ses mages. Au début de phase des héros, ça lui apporte une létalité à 12 pouces, en fait. T'es obligé de t'en protéger, en fait. Parce que le Séraphon, il va fiabiliser son sort énormément. Il va TP ton héros à 9 de toi. Et donc, il va te dire, tu vois, je vais prendre un exemple. Ton dragon zombie, il prend un code des CBM. Ça fait moins rigoler, quoi. KD6 BM, la moyenne elle est à quoi? Elle est à 14. Bon. Qui peut dire je prends 14 BM les dos dans le nez? Voilà. Sur un sort, après, bon pareil, comme on disait, le sort est dur à lancer. Il peut être très bon si tu as la mobilité pour l'apporter. Comme il peut être très mauvais. Je pense que on verra beaucoup le premier. Le deuxième très rarement dans des armées très spécifiques. Le troisième, il a un peu ce côté game breaker et utile, mais la valeur de lancement à 12 qui fait qu'il n'a pas le choix que d'être fiabilisé vraiment. Et la range de 12 fait qu'on le verra dans des armes assez spécifiques, comme je disais, où ils sont vraiment capables de téléporter leurs sorciers. Séraphon typiquement, capable de téléporter des sorciers, capable de venir mettre une pression magique. On verra. Je pense que ouais, il sera un tout petit peu joué parce qu'il peut faire mal comme il peut rien faire, mais il sera un tout petit peu joué. Ensuite, on arrive aux commandes d'entrée, mais qui sont utiles. Ils ne peuvent être utilisés que si ton général c'est un Nandatorian Locus, donc rappel, 9 points de vie, et pas unique, et sorcier. Donc on va aller tous les faire. Là, je vais pas m'étaler parce que c'est très généraux, je vais te dire si j'aime bien ou pas, quoi, mais pas plus. Le général connaît tous les sorts du domaine ci-dessus. Donc on disait des 3 domaines, donc il connaît les 3 sorts. Donc celui-là c'est très bon, mais celui-là tu peux le choisir naturellement. Celui-là, il te faut une incarnate ou un truc comme ça dans ta liste. Si tu joues l'incarnate, peut-être que tu iras chercher cette très générale, mais j'y crois pas du tout. Mais tu le prendras simplement dans ta liste si tu joues l'incarnate. Mais voilà. Et celui-là, si t'es pas capable de téléporter, il sera utile peut-être un petit peu gadget. À un moment donné, tu vas te dire ouais, j'ai peut-être une possibilité, tu vas le passer une fois tous les 5-6 parties, et il fera la game, mais j'y crois pas. Je pense pas que tu vas chercher un trade général pour avoir ces 3 sorts-là. Celui-là est très bon. Si tu le veux, tu le prendras de base et puis on n'en parle plus. At the start, en français. Au début de la phase 0, si le général est sur le champ de bataille, au début de ta phase de héros, si le général est sur le champ de bataille, tu jettes un dé sur 5+, tu gagnes un dé primal.
Donc là, une mécanique qui te permet d'avoir plus de dés primales que ton adversaire, c'est important, c'est une ressource. Si tu en as plus que ton adversaire, tu vas être meilleur dans les phases de magie. Le problème, c'est que sur un 5+, c'est très compliqué, ça t'arrivera 1 à 2 fois par game. Quand ça t'arrivera une fois par game, franchement, t'as payé ton trade général, t'as envie de pleurer, quoi. Du coup, pas fou. Après, voilà. Je pense que pas fou. Le problème, c'est que le Master of Magic qui permet de reroll, ben maintenant tu peux plus vraiment l'utiliser parce que tu peux plus utiliser des primales. Donc peut-être qu'on partira sur ça. J'y crois pas. Celui-là, j'y crois pas non plus. On verra. Mais j'y crois pas. Ensuite, celui d'après, une fois par partie toujours. Quand tu subis un primal Mystcast, donc un fiasco en gros avec des primales, tu jettes un dé sur 3+, tu ignores cet effet. Ça, sur des gros héros sorciers, on peut commencer à y réfléchir. La plupart des gros héros sorciers, c'est par exemple un Slann qui va avoir beaucoup mieux dans son domaine, dans son bréviaire de trait de commandement, donc tu le verras pas. Sur les héros qui ont qu'un seul lancement de sort, pourquoi pas, mais franchement, j'y crois pas trop. Ça va être rare déjà que tu veux que ton petit sorcier soit général. Quand tu l'auras voulu, ben, tu auras sûrement mieux de ton côté, mais si vraiment tu as un héros sorcier que tu veux pas qu'il fasse de Mystcast, tu pourras venir chercher ça. On pense notamment aux Luminettes qui n'ont rien de fifou. Ils peuvent connaître 2 sorts de plus dans leur domaine, c'est bien, c'est pas non plus dingue. Peut-être qu'ils se diront, je préfère fiabiliser mes sorts quitte à prendre un Mystcast, et dans ce cas, je pourrais ignorer sur un 3+. Bon, peut-être. J'y crois pas de fou, hein. En vrai, tous ces commandes d'entrée, j'y crois pas de fou. Mais bon, on peut retrouver des intérêts. Et celui-là, à chaque fois que ton général dispelle un sort, tu jettes un dé. Sur 5+, le lanceur ne connaît plus le sort. C'est très bon. C'est très bon. C'est bon. Pareil, on pense à des sorciers qui sont très forts en dissipation, donc on va penser notamment au Slann. Le Slann, il va préférer les siens. Quoi qu'il arrive, la plupart du temps, il préférera les siens. Après, celui-là est très bon. Le truc, ça veut dire que tu as déjà une très bonne phase de magie. Ça va être utile quand des mecs qui sont très bons en magie. On pourrait croire que ça va revenir très fort, les mecs très forts en magie, mais je sais pas, on verra. On verra comment évolue la méta, mais je crois pas à la méta magique. Tout simplement parce que, comme on disait au début, c'est plus facile de dissiper. Donc en fait, par exemple, Zinch, on a l'impression qu'ils ont énormément gagné. Et en fait, ils ont aussi pas mal perdu parce que là où avant ils passaient 9 sorts, là on va être capable de leur en dissiper 2, donc ils vont en passer 7. Voilà, c'est mon avis. J'ai joué contre un Séraphon récemment qui avait énormément de stabilisateurs, mais je dispel, je lui ai enlevé 2 sorts par tour, hein, n'étant pas spécialement bon en la magie, quoi. Donc on verra. Celui-là, il permet d'enfoncer une armée magique, pof, de plus en plus. Pourquoi pas? Mais pareil, j'y crois pas de fou. J'y crois pas. Sur un 5+, ouais, non, j'y crois pas trop. Bref, des traits généraux à la fois bien et à la fois en le repaillant s'en serait passé, quoi. Vraiment, tu nous enlèves cette page du manuel du général. Ça changera pas grand chose, je pense. Passer au corps bataillon, et ça commence à être un peu plus impactant, je trouve, ce bataillon là notamment. Ce bataillon, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de lancer. Ah, ok, je t'avais loupé un message. Il permet de lancer un dé au début de la phase des héros. Si tu as au moins 2 sorciers dans le bataillon, donc on rappelle qu'il y a 3 héros dans ce bataillon, moins de 10 points de vie à chaque fois, tu peux mettre 3 héros. Si tu en as 2 qui sont sorciers, donc en Atorian Locus du coup, de base il faut qu'il soit en Atorian Locus, voilà, bref. Dans ce bataillon, donc il ne faut pas qu'il soit unique. C'est vrai que si tu mets Skragon dans ce bataillon, il est unique par exemple, donc ça ne marche pas. Il faut que donc 2 Atorian Locus dans ce bataillon. Dans ce cas, sur 3+, tu vas gagner un dé primal. Je pense que ce bataillon va être énormément joué dans toutes les armées magiques. Parce que le dé primal est une ressource hyper impactante pour gagner ta phase de magie, pour être impactant sur ta phase de magie.
Parce que si tu as autant de dés que ton adversaire, eh bien, il peut te contrer plus facilement. Là, tu vas te permettre d'en avoir plus. Ou si le mec en face n'a pas vraiment de sorcier, eh ben, tu vas te permettre de fiabiliser mieux certains sorts. Vraiment, un bataillon que je trouve très impactant. Je pense pas qu'on ira chercher le troisième sorcier. Je pense qu'on jouera avec 2 sorciers dedans et un bataillon one drop. Comme ça, on sera en 3 pauses. Et on aura vraiment cet impact magique. Je trouve vraiment parce qu'en fait, tu le lances à chaque tour. Donc en fait, mettons tu joues en deuxième. Donc déjà, ton sorcier là-dedans, il peut caster 2 sorts, on rappelle. Parce que tu vas pouvoir choisir de jouer en deuxième. Et donc tu peux choisir un locus qui va pouvoir lancer 2 sorts et dispel 2 sorts. Donc l'adversaire va jouer en premier. Tu vas tenter ton 3+. Tu vas le réussir. Donc tu vas avoir, mettons, 2 dés de primal locus. Et à ton tour, on va refaire les jets de 4+. Et tu vas refaire ton 3+. Donc en fait, tu vas gagner énormément de dés en plus. Si l'adversaire ne l'a pas, tu vas pouvoir commencer à vraiment créer un écart et à vraiment t'imposer sur la phase de magie en fait. C'est vraiment ça. Si tu comptes jouer de la magie, quant à ça, bah, tu t'imposes sur la phase de magie. Et donc je trouve ça vraiment impactant. Quand tu vas pas avoir vraiment l'avantage sur la magie, et ben tu vas peut-être le vouloir juste pour pouvoir dispel mieux. Mais dans ce cas, il faut que tu aies 2 sorciers dans la liste. Donc ils seront quand même utiles. Enfin vraiment, je trouve ce bataillon bien construit, il te fait monter en drop, mais pas tant que ça, donc il est intelligent. En même temps, il faut que tu protèges tes héros, parce que s'il y en a un qui meurt, bah, tu l'as plus en fait, ton 3+. Donc du coup, je les trouve à la fois bien construits, à la fois impactants, et à la fois ils te demandent des conditions sur le champ de bataille qu'il faut pas sacrifier ton sorcier, qu'il faut nanani. Je le trouve bien, vraiment, je le trouve un très bon bataillon. Je pense qu'on en verra beaucoup, parce que c'est impactant en fait, tout simplement. Donc on verra. On verra, je pense, ce Battle Régiment plus ce bataillon, ça sera la plupart du temps. Ou alors les gens vont partir sur du Battle Régiment, quitte à perdre un petit peu la phase de magie face à lui. Mais on verra. Je pense qu'on verra bien, mais je pense qu'on en verra. Par contre, celui-là... oh là là, celui-là, si on en voit, c'est un miracle. Donc il faut un héros moins de 10 points de vie, 2 troupes, enfin forcément une troupe, on peut rajouter une troupe et on peut mettre un monstre. Qu'est-ce qu'il dit ? Déjà il dit que là-dedans tu peux pas mettre de sorciers. Donc on pense aux luminettes par exemple, ils n'ont pratiquement pas d'intérêt à rentrer dans ce bataillon, puisque ben, là ils ne peuvent pas mettre de lanciers, pas d'archers, ils peuvent mettre des épées, des kangoulopes. Là ils peuvent pas mettre de sorciers, donc ils sont obligés d'aller chercher un héros non sorcier, qui a moins de 10 points de vie. Ça commence à devenir vite chiant. Donc on pense aux luminettes qui vont galérer pour rentrer dans ce bataillon là. Mais bon, bref, ils n'ont pas spécialement envie de rentrer dans ce bataillon. Mais en gros, il dit quoi ? Il dit que au moment où tu vas te battre, tu peux choisir d'être le chasseur de sorciers. Et dans ce cas, tu choisis une des armes de mêlée du mec qui est en train de taper. Et tu ajoutes 1 à sa caractéristique d'attaque. Jusque là, franchement, pas mal du tout. Hein. Plus une attaque, c'est très fort. Le problème, c'est que tu ne peux cibler que des sorciers. Donc si tu joues contre un luminette que toute son armée est sorcier, c'est très bon. Si tu as envie de éclater ton collègue luminette, tu joues ça, il a envie de pleurer. Par contre, tu joues un tournoi, tu joues quoi que ce soit d'autre, tu vas monter en drop pour espérer tomber contre un mec qui joue contre des sorciers, qui joue des sorciers, et espérer pouvoir aller charger avec tes unités des sorciers. Ok. Pourquoi déjà ? Pourquoi tu ferais ça ? Alors on pense à des Archaons, à des Nagash. Peut-être si Archaon, Nagash, tu dois pouvoir gagner une attaque, etc. etc. Ça marche qu'au corps à corps. Ouais, ça court pas les rues l'Archaon, les Nagash. Tu vas pas mettre ce bataillon monté en drop juste pour peut-être, potentiellement avoir plus d'une attaque si un jour tu tapes sur un sorcier. Et en fait le problème qui se pose aussi c'est à quel moment tu as besoin de plus d'une attaque pour tomber un sorcier. Enfin, je vois pas de sorciers qui sont supra tanky. Même un Skragot Ward à 4, 6 points de vie, et ben tu envoies une armée, une unité qui tape un petit peu dedans, et ben il passe pas le tour. Tu prends un Stormcast save à 3, tu envoies un mec qui tape un petit peu, il passe pas le tour, tu tapes un petit peu dedans, il passe pas le tour. Les chamans de gobelins on en parle même pas. Enfin, le plus d'une attaque est bien, mais c'est trop. En fait tu montes en drop. Au moment où tu tapes, tu dois taper que des sorciers. Que des sorciers.
C'est même pas, tu peux dire, bon, je partage mes 5 figurines sur le sorcier, ils vont gagner plus d'une attaque, et les 5 autres, ils gagneront pas plus d'une attaque, mais ils vont taper sur le régiment d'à côté. Non, c'est là, tu dois tout taper sur le sorcier. Donc, tu es obligé de circuler le sorcier, que toute ton unité tape sur le sorcier. Non, c'est trop contraignant. Ce bataillon est trop contraignant pour un plus d'une attaque contre des unités très spécifiques, qui sont déjà lavées au corps à corps. Je ne vois pas dans quel monde ce bataillon est joué. Vraiment, je comprends pas, je ne vois pas. Je vois pas. Il est là. S'il y a trop de sorciers dans la méta, si demain on voit que des luminettes, 50% de luminettes et que des archers, tout le monde est sorcier, on y va, on tabasse. Sinon, on laisse tomber. Donc on joue celui-là, on joue pas celui-là, et on va plus. Et on passe aux grandes stratégies. Donc les grandes stratégies, je les ai regardées, ils sont corrects. Pas comme les battles tactiques. Donc les grandes stratégies, qu'est-ce qu'on a? On a la première, when the battle ends. À la fin de la bataille, tu réussis cette grande stratégie si 2 ou plus sorciers amis sont à 6 pouces du centre du champ de bataille. Compliqué. Compliqué, mais en même temps, si t'as pas le choix, que tu joues 10 sorciers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais compliqué. Faut pas se mentir, faut que tes sorciers aient survécu à la bataille. Mais pourquoi pas un Zinch par exemple, on pense à un Zinch. Il suffit juste qu'il ait 2 sorciers fin de la partie. Il peut les invoquer, ouais, pourquoi pas. Mais Zinch par exemple, il n'en a pas besoin parce qu'il a c'est l'auto, mais elle est faisable. Elle est faisable. C'est une armée très spécifique, mais elle est faisable. La deuxième, quand la bataille prend fin, tu complètes cette stratégie. Si le modèle, si la figurine qui est ton général, c'est un Antalan Locus, un Andatorian Locus, et qui n'a pas été tué. Donc ça, c'est au choix de la construction de la liste en fait. Si tu as, par exemple, on passe à un Séraphon, ton général c'est un Slan, fond de table, il va pas bouger de son fond de table de toute la partie. Tu prends celle-là, tu es pratiquement sûr de la faire. À moins vraiment qu'on vienne te chercher de l'espace, qu'on traverse la table pour te taper. Sinon, tu es pratiquement sûr que tu la feras, allez, on va dire 95% du temps, elle sera faite. Donc ça, c'est 3 points gratuits pour les armées qui peuvent se le permettre. Sinon, tu la prends pas. La prochaine, quand la partie est fin, tu complètes cette grande stratégie. Si toutes les unités qui ont un artefact de pouvoir ennemi ont été détruites, et s'il n'y a pas d'ennemis à 6 pouces du centre de table. Donc la première était faisable, on pense à des armées très létales, capables de sniper, etc. La première partie était faisable, surtout quand je suis pas sûr qu'on voie beaucoup de Warlord avec l'arrivée du... On verra, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Warlord, donc pas trop d'artefacts. Mais donc la première partie est faisable, le problème c'est le 6 pouces du centre de table, quoi. C'est clairement ce qui tue la strat. Pourquoi? Parce que en fait, tu es dépendant de l'initiative T5. Si T5, l'adversaire gagne l'initiative, il te la donne, et à la fin de son tour, il prend n'importe quelle unité de son armée, il la fait courir à 6 ou il la fait courir comme il peut, charger ou quoi que ce soit. Elle rentre dans les 6 du centre de table, tu perds 3 points. Voilà. Parce que tu n'as pas eu l'initiative du T5. Franchement, jouer 3 points sur l'initiative, ça intéresse pas grand monde. Overshadow, quand la bataille prend fin, tu complètes ces grandes stratégies. Si toutes les ennemis units, toutes les battle line ennemis de l'armée de départ ont été détruites, et si au moins une battle line de ton armée de départ est sur le champ de bataille. Celle-là, c'est la plus générique, je trouve. Toutes les armées vont être capables de dire, au pire des cas, je prends Overshadow. Et puis, je me démerderai pour la faire. Les armées ou les battle lines, ça va être des grosses bourrins de cac. Et ça va être un peu à double tranchant. Soit tu tapes très fort, tu rases l'adversaire et tu gagnes. Soit lui, il te rentre dedans et t'as perdu. On pense notamment à Sylvanette, qui vont être capables de taper très fort et en même temps d'avoir des battle lines très mobiles. Les Tri-Revenant qui vont être capables de stepper sur toute la table, que tu n'attraperas jamais si l'adversaire ne veut pas que tu l'attrapes. Et donc ils vont marquer cette stratégie assez facilement. Donc j'aime bien, elle apporte un peu un couteau suisse à des armées pas forcément méga magiques. Tu me diras, il pourrait aussi prendre celui-là.
celle où tu dois avoir ton général qui a un temps and locus, parce que en général tu dis que c'est le Warsong, il est fond de table, personne ne l'attrapera jamais, et c'est pareil. Mais voilà, on a une possibilité qui est là. Je pense que je l'aime bien. On pense aux armées de chi, on pense aux armées qui ont des petites battlelines gardiennes d'objo, qui ont des battlelines très tanky. Je pense que c'est jouable. Je pense que celle-là est très jouable. On verra. Après, il faut encore tuer toutes les battlelines adverses. Mais je pense qu'on la verra assez souvent parce que c'est la plus générique. Et ensuite, on a Magic Made Manifest. Quand la bataille prend fin, tu complètes cette grande stratégie si deux Endless Spell, 2 ou plus Endless Spell, ou Incarnation sont sur le champ de bataille et contrôlés ou liés, c'est pour les OBR, à une unité alliée. Donc ça, c'est si tu as réussi à lancer 2 sorts. Pareil, je n'aime pas, parce que déjà, ça demande d'avoir 2 Endless Spell dans ta liste, ou une Incarnate et un Endless Spell, etc., etc. Donc ça va être bien peut-être dans certaines armées. L'Incarnate, le problème, c'est que si elle tient les 5 tours, c'est rare, c'est possible qu'elle ne tienne pas du tout 5 tours. Si elle tient 5 tours, tu as déjà gagné la game. Après, bon. Est-ce que tu vas prendre ça? Je suis même pas sûr. Si tu as 2 Endless Spell, tu vas le tenter. Le problème, c'est que ça n'a pas l'initiative sur le T5. Tu vas devoir cast. Il va te laisser le T1. Tu vas devoir te caster 2 Endless. Et à son tour, il va pouvoir les dispel. T'es dépendant de ta valeur de lancement. Non, j'ai du mal un peu avec ça. Avec cette stratégie parce que en fait tu peux être dissipé, tu peux être contré, tu peux être... Il y a trop de possibilités de counter en fait. Donc j'ai un peu de mal. Je pense que si tu as des sourcils, tu n'iras pas chercher celle-là. Je pense que la plupart du temps on prendra celles qui sont dans nos livres. Si on n'a pas le choix, on ira chercher Over the Shadow. Et après cas spécifiques avec celles-là pour les Sylvanettes. On passe au Battle Tactics qui a fait une douche froide à absolument tout le monde. Les battle tactiques, chaque manuel du général, on se plaint qu'elles sont de plus dures à faire. Et ben là, ça n'y a pas loupé non plus. On va commencer, et là, c'est là où je vais commencer peut-être plus à parler de la méta. La première, tu complètes cette battle tactique à la fin du tour si il y a plus d'unités amies dans ton territoire que s'il y a plus d'unités amies en dehors de ton territoire que dans ton territoire. C'est une unité rare faisable. Ça va dépendre des scénarios. Je vais vous remonter les scénarios en 2-2. Là, le territoire il est hyper avancé. Donc en fait, on commence ici. Donc T1 elle est très dure à faire. Là, ça va aller puisque tu vas pouvoir te décaler. Pareil, ici les territoires, même cas que le premier. Je vais rester. Celui-là pareil, celui-là pareil. Donc ça va être vraiment dépendant des scénarios, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de scénarios, il va falloir quand même beaucoup se projeter pour aller chercher. Donc on parle d'armées de projection, d'armées qui vont aller chercher du CAC, qui vont avancer énormément. Mais c'est bien qu'il y ait cette battle tactique qui va pouvoir, sur certains scénarios, je ne sais pas quoi faire, je vais prendre sa T1 et sortir juste de ma zone de déploiement et la faire. En fin de partie, c'est une battle tactique que tu vas pouvoir commencer à envisager un peu plus. Elle est intéressante, elle est faisable, peut-être pas trop compliquée, mais un petit peu, ça va dépendre de ton adversaire si t'enfermes, si t'enfermes pas, si tu te projettes ou pas. Si t'as de la FEP, c'est plus facile aussi. Donc je l'aime bien, elle est pas auto, elle peut être très facile quand elle peut être un peu plus compliquée, elle est dépendante de la situation, donc j'aime bien. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit tout comme ça d'ailleurs. La deuxième, tu complètes cette battle tactique si un ennemi qui a tué ton général est tué dans ce tour. Donc ça implique que tu dois sacrifier, entre guillemets, ton général pour pouvoir te débloquer cette battle tactique là. Il faut qu'ils aient tué un de tes généraux parce qu'on connaît des armées qui peuvent en avoir plusieurs. Ça c'est la neige. Sinon la plupart du temps ton général tu meurs, tu perds un PC par tour. Par tour, un PC par tour, ce qui fait mal. Donc on pense à des armées qui n'ont pas de Wardmaster notamment, qui ne peuvent pas compenser cette perte de général. Donc il va falloir réfléchir encore, et c'est ça qui est intéressant. Qui est ton général?
Est-ce que tu le défends toute la partie? Est-ce que tu finis par l'envoyer se battre, quitte à ce qu'il meure et qu'il t'offre cette battle tactique? Parce que dans les tours qui suivent, ça va être compliqué pour toi de mettre des battles tactiques et tu vois pas trop comment t'en dépatouiller. Elle est intéressante, elle demande de prendre un timing sur la game, de réfléchir toujours à si ton général doit mourir ce tour-ci ou être envoyé ce tour-ci. Est-ce que la perte des PC est pas plus impactante que la perte des battles tactiques? Ça sera rarement oui, souvent il vaudra mieux mettre 2 points et avoir moins de PC que moins avoir de PC. Une battle tactique est intéressante, je trouve, parce qu'elle te demande de sacrifier une ressource pour ensuite te rapporter peut-être si tu arrives à tuer quelque chose, mais elle demande de faire un choix de sacrifice pour pouvoir en bénéficier. Donc intéressante, difficile à mettre en place, demande du choix de construction de liste. Ton général, si c'est, on va dire une bêtise, mais si c'est ton petit sorcier qui va passer la partie au fond de la table, on pensait notamment aux mecs qui ne peuvent pas sacrifier leur sorcier à cause de leur grande stratégie, qui doit avoir le sorcier sur la table, ben lui ne pourra pas l'appliquer, mais c'est un choix qu'il a fait dans sa liste. Il a dit ok, je ne ferai pas cette tactique, par contre ma grande stratégie sera facile. Voilà, donc c'est vraiment un choix de liste. Moi je sais que notamment dans mes armées Cruel Boys, que je suis en train de faire actuellement, j'ai un général sourienne, que au niveau du tour 2, tour 3, je décide d'envoyer seul au milieu de l'armée adverse, tanker un tour, 2 tours, faire gagner du temps, en même temps mourir. L'unité qui va le tuer, elle va essayer de m'offrir une battle tactique et ça va me donner une possibilité en plus. Et en même temps, si je sens que j'ai pas besoin de ça, ben mon général sourienne, il coûte 130 points, il coûte pas grand chose, donc au pire il fait rien. Et sinon il me sert d'écran, il bouge assez bien, donc je peux le. Voilà. Donc je sais que moi j'ai fait ce choix de m'ouvrir cette battle tactique dans certaines de mes listes, comme on pourrait le faire le choix de ne pas l'ouvrir. Donc pareil, c'est un choix, c'est intéressant, ça demande de la mise en place, c'est pas auto, c'est intéressant. Troisième, Endless Spell Expropriation. Pick one enemy unit, donc pardon, choisis une unité ennemie qui contrôle un Endless Spell ou une Incarnate. Et tu complètes cette battle tactique si tu arrives à faire au moins une des choses suivantes. L'ennemi qui contrôle le Endless Spell est détruit. Le Endless Spell ou l'incarnation devient sauvage. Ou le Endless Spell, il est passé sous ton contrôle. On pense notamment à Kyros qui était capable de contrôler l'Endless Spell adverse en les dissipant. Pourquoi faire ça? Moi, la seule chose que je vois dans tout ça, c'est que en fait, quand je choisis de jouer l'incarnation, je choisis d'ouvrir une battle tactique à mon adversaire. Quand à moins que très vite je la rends en wild, mais sinon je peux ouvrir une battle tactique à mon adversaire. Quand je joue un Endless Spell, je suis dans une saison Mazie, j'ai très envie de jouer un Endless Spell. Par contre, si je commence à jouer des Endless Spell, ben, mes sorciers vont avoir des cibles sur eux. Parce que en fait j'offre des battles tactiques à travers mes Endless Spell. Je sais pas, alors ça combote avec le sort qu'on a vu tout à l'heure. J'ai du mal à croire que. Alors on verra des Endless Spell, on en verra. Mais je pense que dès que les gens pourront s'en passer, ils en passeront. Le portail est nerf, les cogs n'existent plus. En fait, c'est dépendant de contre quoi tu joues. C'est une battle tactique que tu pourras marquer si l'adversaire choisit d'invoquer son Endless Spell pour t'offrir cette battle tactique. Waouh, ça commence à faire. En gros, pour marquer celle-là, tu es dépendant de ton adversaire. Même si je joue un Endless Spell, il peut dire ah ben il galère sur les battles tactiques, et bien je vais pas m'invoquer mon Endless juste pour qu'il n'ait pas cette stratégie de possible. Ouais, celle-là, quand on arrivera à la marquer, on sera vraiment bon, je pense. On sera vraiment. Soit l'adversaire sera vraiment nul, sinon. Il dira vraiment bon, bah, on y va, autant lui donner le Endless et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. On verra, mais j'y crois pas. Tu vois, celle-là, c'est une desquelles je crois pas parce qu'elle paraît simple à marquer. On rappelle qu'un petit sorcier ne peut être visé qu'à 12, etc., etc. Mais on finira peut-être par réussir à le sniper ou je sais pas. Mais n'empêche que c'est au bon vouloir de l'adversaire, en fait, tout simplement. Si par exemple, quand on joue contre une armée qui galère en stratégie, après tu joues contre une armée qui a des strats auto, ben, tu l'invoques ton endless. Mais sinon, tu t'embêtes même pas à le faire. Pourquoi
faut gagner des CBM une fois par partie, tu n'invoques pas et puis on n'en parle plus. Tu fais perdre 2 points possibles à l'adversaire. Enfin, en tout cas, tu fais galérer l'adversaire. Presque, tu fais plus galérer l'adversaire à pas invoquer ton endless qu'en l'invoquant. Ensuite, Magical Dominance. Tu complètes cette battle tactique si un sorcier ami réussit à lancer un sort et que aucun sort n'est dissipé dans cette phase. On a bien vu dissiper et non pas louper. C'est le petit détail qui fait la différence. C'est une battle tactique que je vois très difficile. Pas très difficile, mais très handicapante. Donc pareil, ça sera un choix. Elle sera faite énormément, pratiquement dans toutes les parties où il y a des sorciers. Parce que c'est l'une des plus simples, mais en fait elle va demander soit d'être hyper fiabilisée, et on a dit tout à l'heure que c'est compliqué d'être fiabilisé quand ton adversaire peut dissiper avec des dés en plus par rapport à toi. Donc souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un sorcier à plus de 30 pouces de l'adversaire qui n'est pas porté de dissipation. Tu vas lancer un sort, il ne sera pas dissipé, et tu tenteras pas un deuxième sort. Tu t'arrêteras là, tu auras réussi tes 2 points, mais tu te seras privé d'une phase de magie. Donc à la fois oui et à la fois non. Si ton armée entière c'est de la magie, on pense aux luminettes, etc., ben, tu sais que tu vas te faire dissiper un sort. À un moment donné, le mec il va utiliser son dé en plus, etc. Il va réussir à dissiper un spell, bam, ta battle tactique perdue. Donc en fait, la meilleure façon, c'est de ne pas lancer beaucoup de sorts, voire qu'un seul sort, de le passer, de fiabiliser et de s'arrêter là. Comme ça, t'as pas de problème, tu récites tes 2 points. Ça demande le choix de sacrifier sa phase de magie, et souvent une phase de magie, même quelqu'un qui commence en premier, on pourrait dire commence en premier, tu fais pas trop de dégâts. Ouais, mais tu vas faire ton petit bouclier mystique, tu vas faire ton petit buff, tu vas faire ton... Pour... Si double tour, tu te fais doublement impacter, ben, tu auras tes protections magiques qui seront en place, ton -1 touche, ton... Je sais pas. Mais t'aimes bien quand même préparer ta défense magique avant de subir l'attaque. Le problème, c'est que parfois, tu n'auras que ça à faire T1. En fait. Tu n'auras que celle-là de faisable T1. Et donc, tu sacrifieras ta phase de magie et ta défense magique pour tes 2 points T1. Pourquoi pas? Ça va demander du positionnement pendant le déploiement, à bien reculer un sorcier à plus de 30 pouces, pour pas être dissipable. Elle est bien, elle demande des choix, voilà, c'est ça que j'aime bien, elle demande des choix. Elle n'est pas facile parce que même avec des dés primales, ben, tu peux exploser au milieu de ton armée, en fait, tout simplement. Tu peux foirer le sort, voilà, il y a beaucoup de possibilités, en fait, pour que ça se passe mal. Mais ça peut aussi très bien se passer, et je pense que c'est une battle tactique qu'on verra. Très bien, je pense que... Ouais. Comme on disait, la dissipation est plus avancée que le lancement, plus fort que le lancement, donc... Quand l'adversaire voudra te l'enlever, il te l'enlèvera. Donc le seul moyen, c'est de l'hyper fiabiliser, donc de ne pas être à portée de dissipation, ou d'avoir qu'un seul sorcier que tu fiabilises à fond. Et même là, avec un sorcier à portée de dissipation, t'es pas sûr de la passer non plus, parce que tu vas te faire une bataille de dés, en fait, tout simplement. Donc on verra. On la verra sûrement T1, T5, mais sur une partie T2, 3, 4, ça va être compliqué, je pense. Celle d'après la 5, tu choisis une unité sur le champ de bataille, tu complètes cette battle tactique si l'unité est tuée par l'habilité d'un sort ou d'un endless spell. Et là, on réfléchit à nos sorciers capables de tuer des unités à la magie. On va avoir Zinch qui va pouvoir mettre des douches de BM. On va avoir Séraphon qui va pouvoir faire pareil un petit peu dans l'idée des D3 BM un petit peu partout et cumuler les D3 BM. Sinon, à part ça, on n'a pas des masses en fait, des personnes capables de vraiment annihiler une unité à la magie. Sachant que la plupart des sorts sont dégâts D3, dégâts D6, c'est de la variable. Donc si tu as 10 points de vie à l'enlever, hier je l'ai vu, hein, je jouais contre un Séraphon, il m'a mis 5 D3 BM dans une unité qui avait 8 points de vie, il m'a fait 4 points de vie. 5 points de vie. 1. Il m'a pas tué mon unité à 8 points de vie. Il a foré sa battle tactique. C'est de la variance, ça demande de fiabiliser la plupart de tes sorts dégâts. Avec le 4 DCBM qui passe à 12, c'est ça que tu veux dire? Peut-être avec le blizzard, tu me dis. Si tu parles du 4 DCBM qui passe à 12 pouces,
Ouais, mais 4 décibels, tu peux faire 4, tu peux faire 7, tu vois. T'es pas sûr de tuer. En fait, c'est ça le problème vraiment que je trouve à cette. Ça serait en phase des héros. Déjà, tu commenceras à trouver des petits bonus, des possibilités, des 3BM qui traînent sur tel personnage. Là, c'est compliqué. On pense au Joe. Est-ce que tu as envie de rentrer les Joe? On rappelle que si tu rentres les Joe, tu peux ouvrir une battle tactique à ton adversaire. Donc ça va être pareil, des choix dans la création de la liste. Est-ce que mon armée est capable de faire des dégâts magiques? Si oui, alors dans ce cas, peut-être que je l'accentue avec des endless. Sinon, je le garde comme ça. Mon ressenti, c'est que elle va être prise sur des unités, des armées très létales en magie. Elle va être faite sur des armées très létales en magie où ben, en gros, tu peux faire énormément de dégâts. Parce qu'on rappelle qu'un anti-horde ne tue pas une unité. Un anti-horde qui fait des dégâts sur du 4+, tu vas sécher la moitié de la horde, tu ne la tueras pas. Donc du coup, ouais, ça va être sur des armées très létales magiques, avec leur magie, en face des héros. Et même eux, ça va leur demander de fiabiliser énormément tous leurs sorts de dégâts pour venir tuer une unité. On pense notamment à Zinch, qui va devoir faire 15 points de vie mettant dans une unité. Il va falloir qu'il fiabilise son premier sort, son deuxième, son troisième, son quatrième, sans que le mec en face il puisse utiliser un seul dé primal pour dissiper et te faire perdre. Hop, au milieu de tout ça, tu as perdu un décibm, tu viens de perdre 4 dégâts, tu n'as plus la létalité. Ça demande. En gros, elle sera faite sur des armées très magiques et sur des armées et des unités affaiblies. Tu vas le lancer sur des unités qui ont 5 points de vie et tu vas leur mettre un petit coup de douche de BM, et puis au pire des cas, si tous tes sorts passent pas, c'est pas grave, parce que 5 points de vie, tu vas être capable de le faire en 2 sorts, 3 sorts, et tu vas avoir 7 sorts dans ton panel, donc tu vas être capable d'avoir une surlétalité magique, mais elle n'est pas évidente, elle n'est pas faisable par pratiquement toutes les armées. Il faut déjà avoir un sort de dégâts direct, qui soit meilleur qu'un D3, parce que sinon c'est vraiment anecdotique, et voilà. Est-ce qu'une Arcane Bolt suffit à faire ça? Bah oui, si un mec il a qu'un point de vie, tu vas faire ton Arcane Bolt, mais il va falloir fiabiliser à fond ton Arcane Bolt, parce que si jamais tu ne fiabilises pas assez, et ben l'adversaire va être capable de te la dispel. Si jamais tu fais ton 1 à ton premier jet de lancement, est-ce que tu rajoutes un dé primal au risque de faire exploser ton armée? Tout ça pour un Arcane Bolt, pour essayer de tuer une figurine, ça peut devenir très vite compliqué en fait. C'est faisable, mais ça devient très très vite compliqué parce que la défense magique est meilleure. Parce que tu peux à ta dégâts variables, donc du coup bah, tu peux faire 20 dégâts comme tu peux en faire 6. C'est une battle tactique qui va être faite et qui va être loupée aussi. Très facilement. Un petit craquage, loupé. Un petit fiasco sur ton premier sort, loupé. Ouais, c'est une battle tactique qui va être tentée, qui va être réussie, mais aussi assez souvent loupée, je pense. Je pense que des fois on n'aura pas le choix de faire ça aussi, parce qu'on n'aura pas le choix. Mais bon, voilà. Là, si tu complètes cette battle tactique, si 2 unités amies retraitent et 2 autres unités amies chargent. On pensait au Night Taunt, retraite et charge, ça aurait été magnifique. Là, il faut qu'il y ait 2 unités différentes qui retraitent et qui chargent. On pense au Night Taunt toujours, parce qu'en fait le Night Taunt va être capable de désengager 2 unités, charger avec 2 autres, plus ces 2-là, ça les empêche pas de revenir, mais qu'il y en ait 2 autres qui vont charger quoi qu'il arrive. Donc voilà. Moi, mon problème avec cette battle tactique, c'est vraiment les 2 unités qui désengagent. Une unité qui désengage, c'est une unité qui perd sa létalité. La plupart du temps, après, il y a des cas particuliers, on pense à des petits tricks en gloom, bon bref. Tricks en gloom avec des araignées, bon bref, si on arrive là, c'est vraiment qu'on a atteint une méta très complexe et chelou. Mais voilà, il y a des possibilités autres. Mais de manière générale, une unité de CAC ou une unité de tir qui désengage, la plupart du temps, elle perd son DPS pour la phase. Donc en fait, tu veux désengager des cordons, sauf que les cordons, ben, par définition, ça meurt. Donc en fait, ça désengage pas. Ou alors tu veux désengager tes sorciers, sauf que tes sorciers, souvent, ils vont pas au CAC. Donc on peut penser la faire au moment où tu as tes sorciers qui sont au milieu de ton régiment,
ton régiment se fait impacter, il se tape, bon, survie ou pas, tes sorciers se désengagent et 2 autres unités viennent prendre la place pour taper sur le régiment qui vient de charger. Voilà, hein, tes sorciers vont être fond de table, ils vont pas se faire charger, et puis tout ira bien, et tu feras pas cette bataille tactique, parce qu'elle est beaucoup trop compliquée en fait, tout simplement. Parce que t'as pas envie de la faire, peut-être une armée ultra tanky. On pense à du Nurgle qui va être capable de t'enliser, qui va vouloir retraite, sauf que retraite c'est perdre du terrain, donc tu n'auras pas vraiment envie de retraite parce que l'autre pourra avancer sur le point, donc c'est un peu compliqué vraiment. Alors, elle arrivera qu'on la fasse parce que des moments tu vas te retrouver et dire oh putain j'ai 2 unités là, j'ai pas envie qu'elles se battent, je vais pouvoir désengager, je vais pouvoir changer avec 2 autres, je vais la faire. Mais lu comme ça, elle paraît handicapante, elle paraît perdre en tour, t'as l'impression de perdre en tour presque hein, avec cette battle tactique parce que perdre 2 unités qui ne peuvent pas tirer, pas taper, à moins que tes cordons ils aient survécu quoi. Vraiment, ça va te poser la question est-ce que j'ai mis une braverie mes cordons aussi? Oui, parce que comme ça je peux retreat et charger derrière. Voilà, bon bref. Elle est faisable, elle est dure, pareil, comme toutes celles qu'on a vues, de toute façon elle est très dure à mettre en place et elle est dure à fiabiliser parce que ça dépend du bon de l'adversaire. Est-ce qu'il t'a tapé assez fort, est-ce qu'il t'a pas tapé assez fort, est-ce qu'il t'a engagé assez, est-ce qu'il t'a pas tapé assez engagé, est-ce que tu as eu le double tour et donc du coup tu as prévu de laisser 2 unités engagées parce qu'elles tapaient pas assez fort et donc tu pensais pas tuer au tour d'avant. Enfin ouais, ils vont dans des délires, voilà. Night Haunt, désengage charge, ils vont y arriver, les autres, on verra. C'est de l'après. Tu complètes cette bataille tactique si un héros et une battle line ami charge et si au moins un des deux, seulement un des deux, finit à 3 pouces d'un ennemi à la fin du tour. C'est bien. Ça demande certaines restrictions, notamment pas tuer l'adversaire et que l'adversaire ne te tue pas. Tu vas les charger pour en fait pas taper, mais on va pouvoir penser à des armées d'enlisement, notamment par exemple un pack de 30 squelettes avec un petit héros vampire à côté ou quelque chose comme ça. Ils vont partir charger les deux, les squelettes vont enliser, ils ne mourront sûrement jamais parce qu'ils vont se relever, parce que nanani, donc à la fin de ton tour tu auras toujours tes squelettes qui seront à 3 pouces parce qu'ils tapent pas assez fort. Ton héros il sera peut-être mort, peut-être pas, ça m'est égal, tout le monde ça lui est égal du héros, il sera mort ou pas, tu auras réussi ta battle tactique, ça sera bien. Par contre une armée létale, on pense par exemple à STD qui va envoyer tes Savarangward avec son héros, et bien eux j'espère pour eux qu'ils vont laver, qui sont pas là pour rester à 3 pouces à la fin du tour, à 3 pouces de l'ennemi, qui à la fin du tour il n'y a plus personne à 3 pouces parce que plus personne n'est vivant. Donc eux ils vont avoir du mal un peu à le faire. Des unités trop létales peut-être auront du mal à le faire. Ça dépend aussi du bon joueur de l'adversaire. Si l'adversaire a des unités très tanky, peu létales, ben peut-être que par exemple on parle du pack de 30 squelettes, très tanky, peu létal, ben, l'adversaire va rentrer dedans, il va pas réussir à le tuer, il va réussir sa battle tactique. Donc ça va vraiment dépendre du build de l'armée d'en face. Donc assez situationnel, c'est peut-être la moins dure à mettre en place qu'on a vu pour le moment. Parce que en gros tu vas pouvoir choisir tes combats, tu vas pouvoir charger ton héros dans un cordon, un héros un peu tanky dans un cordon, il va tanker, il va pas tuer assez, ça va se tenir jusqu'à la fin du tour. Bon, ton héros reste survécu, ta battle line sera partie ailleurs, elle aura lavé ou pas son truc, on verra. Mais elle est peut-être un peu moins dure à mettre en place. Et elle sera, je pense, l'une des plus jouées. Pareil, ça demande un choix dans tes choix d'unité. Parce que si tes battle lines c'est des archers luminettes, des archers luminettes, des archers luminettes, bon tu peux pas parce que tu as des lances au milieu, mais tu as compris l'idée des. Par exemple un Slanesh qui va jouer que des archers, que tu charges avec tes archers, bah tes archers sont morts. Est-ce que tu as envie de charger avec des archers qui vont mourir? Pas sûr. Il faut que tu aies un héros qui soit capable de tenir un petit peu au cac aussi. Soit l'un soit l'autre. Donc voilà, ça va demander un peu de choix dans la création de la liste, pas de fou, mais un petit peu. Tu vas y réfléchir quoi. Et celle-là, elle est vraiment faisable et je pense qu'elle sera faite pratiquement toutes les games par les deux joueurs parce que pas vraiment le choix. On demande un héros, on ne demande pas non plus un sorcier, on demande vraiment ce qu'on veut, donc il y aura forcément un héros, on pense à un Durtu qui est capable de charger.
Ben ouais, le dur-tu va charger, il va laver ce qu'il a à laver. Par contre, à côté, on a un pack de dryades qui ont engagé un cordon. Cordon contre cordon, personne ne se tuera, on n'en parlera plus. 2 points. Donc cela sera fait. Ensuite, pick 3, choisissez 3 différentes unités amies, tout simplement, sur le champ de bataille. Tu complètes cette battle tactique à la fin de ton tour si chacune de tes unités est wholly within 6 d'un différent bord de table et que 2 d'entre elles sont wholly entièrement en dehors de ton territoire. Donc en résumé, tu dois être wholly within 6 du bord de table et 2 de ces avec 3 unités sur 3 bords de table différents et que chacune de ces, et 2 de ces unités soient en dehors du champ de bataille de ta zone de ton territoire. Bon, on remonte, on va regarder un petit peu le scénario. Ici, donc ça me demande d'avoir une unité là, une unité là et une unité là. Bon, ok, mais pourquoi j'irais foutre une unité là? Et pourquoi j'irais foutre une unité là? Bon, ok. Ici, ça me demande d'avoir une unité là, une unité là, et une unité là ou là. Bon. Pourquoi j'irais foutre une unité là, et pourquoi j'irais foutre une unité là? C'est la question que je me pose. Ça peut être là, par exemple. Mais pourquoi j'irais mettre une unité là? Je sais pas. Ici, là, c'est peut-être plus facile. Une là, une là, une là. Mais pareil, même question. Pourquoi je voudrais mettre des unités là et là? J'ai juste pas envie. J'ai envoyé des cordons là, c'est bien, mais dans ce cas, l'adversaire peut impacter de face. Bon, ok. Ici, une là et une là. Bon. Mais pourquoi j'irais mettre une unité là? Je sais pas. Pourquoi j'irais mettre une unité là? Je sais pas non plus. Ouais, bon. Puis c'est pareil, comme on me dit, si j'envoie mes cordons, ben, je me fais niquer. Et puis plus ou moins, ça sera un peu pareil partout. Hein. Ici, je vais être obligé d'envoyer une unité par là et avoir une unité ici. Bon. Pourquoi mes unités resteraient là? En gros, elle demande à 3 unités, une là, une là, une là. Alors là, tu peux être sur l'objectif. Donc là, ça commence à avoir peut-être un petit intérêt parce que tu peux être sur l'objectif et en même temps être dans les 3 pouces. Ok. Là, pareil, t'es pas sur l'objectif. Là, pareil, t'es pas sur l'objectif. Là, pareil, t'es pas sur l'objectif. Tu coordonnes pas, t'es pas sur l'objectif. Et ici, tu coordonnes pas, t'es pas sur l'objectif. Donc on a une battle tactique qui demande à 3 unités d'être complètement placées aléatoirement sur la table, de ne pas contrôler d'objectif, de ne pas servir de cordon, de ne pas taper. Ok. Pourtant c'est celle qui semble la plus simple à faire en fait. Ouais, fake, mais en fait le problème de fake c'est qu'il faut les choisir les unités. Donc en fait fake, même si tu invoques, et ben, tu ne peux pas les choisir puisqu'elles ne sont pas encore là. Elles ne sont pas encore sur table. Donc en fait tu dois choisir des unités qui sont déjà sur table et qui vont se mettre dans les coins. Bok, il a une allégeance où il peut se TP un petit peu sur toute la table et partir retourner en FEP et se re-TP, etc. Bah, lui, il aime être sur les bords de table, donc lui, il va continuer dans ce gameplay bizarre et rester dans son bord de table et se TP un peu partout. Et Bok aura une strat presque gratuite. Le reste du temps, bah, t'as pas envie en fait. T'as pas envie d'être sur le bord de la table. T'as pas envie que tes cordons ne cordonnent plus. T'as pas envie que tes unités de frappe ne frappent plus. T'as pas envie que tes unités de chasse ne chassent plus. Si à la fin de la partie t'as 3 unités, que t'as plus de strat, ben, tu vas courir auto et tu vas aller faire celle-là. Mais le reste du temps, T1, tu te dis elle est faisable T1, sauf que T1 ça veut dire que tu commences, l'adversaire a possiblement un double tour, et tu choisis d'écarter 3 de tes unités, une qui n'est pas. Alors une ça peut être ton sourcier fond de table, ok. Le deuxième c'est un de tes cordons qui part en haut à droite, et le deuxième cordon qui part en haut à gauche, qui prennent pas les objectifs, et qui se mettent même pas dessus. Et qui commande plus ton armée, donc l'adversaire peut rentrer juste tout droit et ignorer tes cordons. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas, ça demande un choix qui est contre-productif complètement de ton armée, qui demande une désolidarisation complète, qui en fait pas te demande de perdre, mais de prendre énormément de risques en fait, tout simplement, parce que tu vas donner des unités, des cordons, tu vas donner l'opportunité à l'adversaire de rentrer plus fort. Ouais.
Peut-être que dans certaines listes, on verra arriver des unités qui vont être là juste pour ça. Je sais pas, je pense à des Ether Wings ou... Je sais pas, des unités qui vont être là juste pour faire cette strat, parce que compliqué, très mobile, paf, ils vont venir se mettre là. On pense par exemple à des... Je sais pas, peut-être des Sylvanettes qui vont jouer des Tri Revenants, qui peuvent se TP partout sur la table, et qui vont choisir en tour d'aller faire celle-là. Les Tri Revenants sont là juste pour faire des strats, donc ils feront ça. On passe à Doc, qui va avoir des mecs en faible, qui vont venir juste faire ça. Ben non, parce qu'ils sont faibles, donc tu peux pas les choisir, donc il faudrait les faire arriver avec ta strat qui dit d'arriver, et tour d'après, te les mettre sur les flancs, c'est faisable, mais il faut double tour, faut pas que les mecs se fassent impacter, bref. Elle demande une mise en place complexe pour te rapporter 2 points. La plupart des armées, ils peuvent pas le faire, ou le faire, mais au détriment de jouer les objectifs, de jouer le fight, de jouer le coordonnage, de jouer la prise de table. En fait, tu perds tout. En fait, c'est ça. Tu perds la prise de table. Tu perds parce que tu vas aller prendre des bouts de table, c'est cool, mais elles servent à rien ces bouts de table. Il n'y a rien dessus, quoi. Tu vas repousser une faible dans un endroit qui sert à rien. Quoi, donc tu vas perdre de la prise de table parce que c'est Wally Within 6. Donc t'étendre, tu vas vraiment te mettre dans un coin. Donc perte de prise de table, perte d'objectifs, puisque tu vas pas être objectif dans la plupart des scénarios comme on vient de voir. Tu vas perdre le fight parce que tes unités dans le coin elles vont pas les se battre, puisque normalement l'adversaire, à moins d'avoir fait la même strat que toi juste avant, il n'y a personne dans ce coin-là. Pourquoi il y aurait quelqu'un même? Donc voilà. Et en fait, moi ce qui me choque, c'est vraiment 3 quarts de table. C'est vraiment le 3 moi, qui m'impressionne. C'est-à-dire que, en mettant que ce soit un terrain, tu as le tien et tu as vraiment un de chaque côté. Tu n'es pas obligé d'exposer une ressource, tu es obligé d'en exposer 2 en plus de libérer ton middle. Elle sera faite parce que les autres elles sont galères, elles demandent une mise en place de fou, elles demandent de la magie, elles demandent. Donc elle sera faite. Mais au moment où tu vas la faire, tu vas avoir la petite goutte. Si je me fais double tour, c'est fini pour moi. Si l'adversaire réussit à rentrer, c'est fini, j'ai perdu. Donc elle sera faite parce que on n'a pas le choix. Parce qu'il y a des PT qui n'ont pas la possibilité de faire trop de choses, parce que c'est comme ça. Des PT moins bons, il y a des PT très bons, ils ne la feront jamais, parce qu'ils vont se dire, moi, pas jouer et claquer mon dispositif, ça ne m'intéresse pas. Mais ouais, celle-là, elle est hyper handicapante. Hyper handicapante. En gros, tu décides de sacrifier énormément pour gagner 2 points potentiels. En fait, ce qui fait mal, c'est le Wally Within. Si tu veux juste Within 6 d'un bord de table, tu traînais ton cordon, tu tires un peu sur la droite, ton deuxième cordon un peu sur la gauche. Et ouais, certes, c'était pas la position qu'il voulait, donc ça te demandait un choix qui était un peu chiant. Mais ça allait. Là, c'est vraiment ton cordon, il est dans le coin de la table. Non, pas du tout, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout, je la trouve très dure, je la trouve trop impactante sur la stratégie de ta partie. Et en même temps, elle n'est pas dure à faire. Elle demande, l'adversaire ne peut pas vraiment te contrer, à moins de coordonner les endroits inutiles. Il ne fera jamais ça. Mais elle dépend que de toi. Si tu as envie de la faire, tu la feras. Le problème, c'est qu'elle va te coûter beaucoup, mais tu pourras la faire. Donc si on résume l'entièreté du truc, c'est soit dépendant de ton adversaire, soit assez aléatoire, donc notamment celle-là qui demande de tuer, non de casser qu'un seul sort, donc si tu réussis pas à le cast, t'es dans la merde, si le mec réussit à le dispel, t'es dans la merde. Donc assez aléatoire, celui-là pareil, tu dois tuer avec des sorts, une unité que tu as sélectionnée, donc aléatoire, à part si vraiment le mec a que 2 points de vie, 1 point de vie, là tu vas réussir, sinon c'est assez aléatoire. Assez difficile, retraite et charge très contraignante, retraite avec 2 unités, aller dans des quarts de table où t'as pas du tout envie d'aller. En fait, c'est ça qui est très dur, c'est soit aléatoire, soit dépendant de ton adversaire, soit des trucs que t'as pas envie de faire naturellement. Retraite avec des unités, certains ont envie, mais c'est très spécifique, sinon la plupart du temps t'as pas envie de retraite. Les quarts de table, pareil, tu peux le faire, mais c'est très bizarre de vouloir les se mettre dans des endroits inutiles. De dire à ton unité, toi tu n'auras aucun impact pendant le prochain tour, tu ne serviras à rien. Tu
pourras te faire charger, tu pourras te faire défoncer, mais tu sers à rien. Voilà, c'est... celui-là c'est quoi déjà? Celui-là chargé avec un héros, il demande de pas tuer, ça va être faisable, ça demande pareil des choix un peu compliqués, mais celle-là elle est plus réalisable. Celle-là je comprends, assez réalisable. Et je crois que c'était la première aussi qui était pas mal. Sortir de ton territoire, ça arrivera dans la partie à un moment donné, à part d'être une armée très castle, très statique, tu finiras par sortir du territoire, tu finiras par aller chez l'adversaire, à part si c'est une armée full tir, parce que c'est un choix, mais une armée de corps à corps, elle avance, elle avance, elle avance. À la fin, t'es presque table rasée, t'as 2 unités, ben, tu les fais courir dans le territoire adverse. Ce sera pas impactant, mais de toute façon, tu te fais table rasée, t'as perdu. Il te reste fin de partie, tu fais courir tout le monde, celle-là sera faite. Mais sinon, les autres, elles sont dures, quoi, elles sont vraiment dures. Celle qui demande à ton général de mourir pour tuer l'unité après, elle sera faite, parce qu'il n'y a pas mieux. Mais en fait, à quel moment, jusqu'à maintenant, on envisageait suicider son général pour faire une strat. Avant, il y avait une strat qui demandait de tuer le général, tu la faisais si tu pouvais, sinon tu faisais autre chose. Là, on va réfléchir à suicider notre général pour pouvoir sauver des strats. Ouais. Donc le grand gagnant de cette partie-là, c'est simplement ceux qui, dans leur BT, en ont des très faciles, très bonnes. Et en fait, ça va encore plus accentuer cette différence, je pense, entre les armées qui sont déjà bonnes avec leurs strats et les armées qui galèrent. On pense notamment à Stormcast, Oruk, même s'ils en ont eu 2 nouvelles, qui galèrent en fait à faire des battles tactiques. Et ben là, ils vont encore plus galérer parce que celle d'avant, qui était auto, donc était secret, contester un objet avec un vétéran de galet, tout ça, ben ça y est plus. Là maintenant, on va arriver T1, on va nous donner le T1, on va dire bon, et ben j'en ai 0 de faisable, donc T1 je perds 2 points déjà. Ouais, alors qu'avant tu pouvais tunnel master, tu pouvais désecrate dans une course auto, tu pouvais... Là déjà tu vas commencer des parties en disant si j'ai le T1, j'ai 2 points de retard. Donc énormément de choix sur la création de la liste en mode est-ce que T1 j'ai une stratégie? Est-ce que j'arrive à débloquer 5 stratégies avec ma liste assez facile? 5 stratégies c'est le minimum, il faudra aller chercher 6 ou 7 stratégies pour être une armée à peu près correcte et viable, pour avoir des possibilités au cas où. Est-ce que je suis dépendant de mon adversaire? Est-ce que... Voilà. Vraiment, ces battle tactiques sont très dures et elles vont rendre la méta encore plus tranchée, je pense, avec les tableaux, les armées bas de tableau qui galèrent déjà sur le secondaire. On pense notamment aux géants. Les géants galèrent avec leur battle tactique, c'est très dur pour eux. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de GC, ils galéraient, mais ils pouvaient quand même désecrate, par exemple. Là, tu as la magie, vraiment pas. Tu dispel des endless, tuer des mecs qui ont des endless, c'est dépendant de ton adversaire. Les unités qui vont tuer ton général, et ben c'est cool, ton général ça sera un gros sob. Le seul problème qu'il y a dans l'histoire, c'est que t'as pas de létalité avec tes sobs, donc tu n'y arriveras pas. Plus d'unités admis dans ton territoire que dans le territoire adverse, ben, ça va dépendre parce que si tu as besoin d'être sur les objets, ben, il va falloir que tu sois sur les objets. Tu as 4 figurines, il faudra être sur les objets. Si tes unités, il faudra tenir tes objets. Donc compliqué. Désengager avec 2 géants, mais c'est même pas envisageable. Tu perds 1000 points d'armée qui vont pas taper, c'est même pas envisageable. Charger avec 2, ça veut dire que. Ah ouais, celle-là elle est magnifique. Charger avec 2 géants, désengager avec 2, ça veut dire que tu as 4 géants, il y en a 2 qui doivent charger, 2 qui doivent désengager. Le jour où tu arrives à mettre ça en place, c'est un truc de fou, et en plus de ça, tu perds 2 géants de létalité. Déjà que t'as pas, si en plus on commence à pas taper avec, enfin voilà, il y a trop de trucs chargés avec un héros et une battle line. Voilà. And one more battle line. Tous tes géants sont des battle lines. Peut-être que celle-là est faisable. Il faut charger avec 2 sobs pour que ça passe. Voilà. Celle-là est faisable. C'est bien. Celle-là, tu peux mettre des géants dans des quarts de table. Des endroits où ils prennent pas les objectifs, t'as 4 figurines sur table, ils prennent pas des objectifs, tu dois avoir 3 figurines dans 3 bords de table qui ne prennent pas les objectifs sur 4. Ouais, génial, ça tu ne le feras jamais. Donc par exemple les géants, en voyant ça, tu les prends, tu les mets dans une vitrine et tu ne les joueras plus jamais pendant 1 an. C'est triste, c'est très triste, c'est trop impactant en fait. On aurait préféré en avoir des plus simples, que tout le monde puisse faire pour équilibrer toutes les armées en disant bah ouais, tes 5 stratégies, tu vas les avoir. L'adversaire va pouvoir essayer de te les counter, mais de manière générale, tu auras toujours quelque chose à faire, au moins à tenter. Là, j'ai l'impression que tu vas tenter et puis tu vas ajouter 2 dés et sur un 7+, tu auras ta stratégie. Quoi.
c'est un peu ça quoi l'idée, c'est random, ou alors tu auras construit ta liste tellement bien que T2 tu devras sacrifier ton général qui devra mourir avant le T4 parce que T4 tu auras besoin de faire ça. Enfin, voilà. C'est bien parce que ça enrichit le jeu d'un côté, mais en même temps le mec qui va dire eh ben moi ma stratégie ça va être de faire 3 sorts avec 4 sorts différents avec des sorciers différents. Ah ben j'ai 17 sorciers dans ma liste, ah ben c'est réussi. Bon, ben, l'interactivité d'un côté ou de l'autre c'est pas la même quoi. Donc voilà, c'est triste, moi je trouve cette page très triste, très compliquée. Ça va tuer des armées en fait, tout simplement. Des armées vont mourir à cause de cette page. On verra. On verra ce que ça donne. Et en fait, du coup, on va revenir sur cette page pour les armées, pour la méta, en fait, tout simplement. Les armées qui vont... Donc, on va parler de la méta. On va passer sur la méta. Les armées où tu ouvres ta page ou avec tes strats. Et tu dis, putain, mes strats, elles sont faciles. Celles-là, tu peux les jouer. Celles-là vont être bonnes. Sorcier, pas sorcier, celles-là vont être bonnes parce qu'en fait, quand tu vas faire 5 strats faciles, et ben, le mec qui va pas faire ces 5 strats faciles, il va déjà avoir 4 points de retard sur toi parce qu'il aura fallu 2 strats qui vont être chaudes. 4 points sur toi. Donc, déjà de base, tu pars avec 4 points d'avance. Bon, tout bénef. On passe à Zinch qui a notamment des trucs très faciles, Soublal qui a des trucs très faciles. Bon, ben eux, ben, ils seront bons, tout simplement parce que ben, ils seront pas dépendants de cette page. Tu ouvres ton BT, tes strats sont difficiles, tu viens là. Ouais, ben moi je suis plutôt bon en DPS magique, moi je suis plutôt bon en DPS magique, notamment en prise de table aussi, je suis pas mal, j'ai pas mal de petites unités dans tous les sens que je peux sacrifier, qui ne me servent pas vraiment. Bon. Ben, je vais pouvoir piocher assez facilement là-dedans, je suis pas mal. Donc du coup, oui, eux, ils vont avoir une bonne année. Après, tu prends une armée pas très forte en magie, une armée sans trop de prise de table. Peut-être que, par exemple, OBR, non, parce qu'il y a un sorcier de fou en OBR, mais on peut prendre un slave to darkness. Je connais pas trop les strats slave, donc je sais pas si y en a des faisables, mais admettons que leur strat ne fera pas trop faisable, et ben tu vas avoir du mal, t'as pas trop d'unités, donc tu vas avoir du mal à envoyer des unités à droite à gauche. Tu vas avoir du mal à faire des dégâts magiques, à tenir ta magie. Tu vas avoir du mal à désengager. Tu vas avoir du mal à tenir tes héros, à envoyer un héros plus une unité au cas qui a pas tué l'adversaire. Tu vas avoir du mal un peu à tout, à sacrifier ton général pour ensuite tuer l'unité. Ben si ça tu vas pour le faire, peut-être tu en auras une d'ouverte là. Mais voilà, dans l'idée, si déjà t'es mal et en plus t'es mal là-dessus, tu vas ramer quoi, tu vas sortir les 2 rames et tu vas y aller à fond parce que complexe quoi, vraiment complexe. Ensuite on va parler des créations des listes. Ben, les créations des listes, tu vas être dépendant de ça. Pas mal. Parce que ben si dans tu vas être dépendant en gros maintenant on crée des listes en mode est-ce que c'est fort, maintenant on va être en mode est-ce que c'est fort et surtout est-ce que j'arrive à m'ouvrir des battles tactiques grâce à cette liste. Si t'es pas capable de trouver des battles tactiques grâce à cette liste, et ben c'est compliqué. On reprend cette armée que j'ai fait à l'arrache pour montrer la différence Kirazai Trondis. Ben là je peux pas lancer de sort. Donc c'est mon choix, hein. J'ai choisi de ne pas lancer de sort, d'avoir 0 sorcier. Donc du coup j'ai mon Runelord, comme on disait, qui est très fort en dissipation, qui va très bien protéger. Par contre, je me suis fermé la battle tactique où je devais lancer un sort et qu'aucun soit dissipé. Bah, ça l'avait fermé. Donc c'est un choix. Est-ce que j'ai choisi de la fermer spécialement? Oui, parce que pour moi elle est trop aléatoire. Avec un seul sorcier, je veux dire. Avec un seul sorcier, c'est trop aléatoire. Après, si mon sorcier c'est Trondis qui a plus de lancement de sort, peut-être que c'est moins aléatoire. Voilà. Mais est-ce que oui ou non je joue cette stratégie? Est-ce que oui ou non je joue cette stratégie de tuer mon général? Si je choisis d'ouvrir mon général, est-ce que dans ce cas, je ne peux pas prendre celle-là, qui demande d'avoir mon sorcier qui est survécu à la partie? Donc du coup, si je choisis cette stratégie-là, qui est faisable pour pas mal d'armées en fait, pour un Sylvanette, je peux la faire très facilement. Mais dans ce cas, je me ferme automatiquement celle-là. Parce que dans ce cas, là, je gagne 2 points pour en perdre 3 ici.
C'est des choix, beaucoup de choix de liste, beaucoup plus de complexité dans la création de la liste. Est-ce que... Ouais, j'ai pas du tout de sorcier, ben je vais avoir une compensation à ce niveau-là. Pas ici, ici. Non, ici, on va y arriver. Je vais avoir une compensation à ce niveau-là. Cette compensation, elle peut être très impactante. On parle du Runelord qui dissipe à +2, qui peut dissiper plein de sorts. Ouais, elle peut être très impactante. Mamokrecha, 4+, qui ignore les sorts, c'est très fort. Et ça va pas me demander d'avoir un petit sorcier. Mais en même temps, j'aurais eu mon petit sorcier. Je sais que je galère sur battle tactique. Bah tiens, mon petit sorcier, il n'était pas porté de dispel. Bam, je me faisais une battle tactique gratuite. Ah ouais, bah du coup, je vais peut-être prendre mon petit sorcier et oublier cette partie-là. Paf, cette partie-là, je l'oublie. Et je prends mon petit sorcier, il fera pas grand-chose, mais il m'apportera 2 points. Pour 90 points, gagner 2 points. Je suis content. Voilà, c'est énormément de choix dans la création de la liste, qui est énormément dépendant du BT. Les BT, comme on dit, avec des strats faciles, ils pourront faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils auront un avantage certain pour en faire ce qu'ils veulent. Et du coup, ben, ils seront moins obligés de partir sur des stratégies difficiles, en fait, tout simplement. Là où des BT plus bas dans le tableau, dans le classement, en fait, ils vont plus galérer parce que ben, les battle tactiques, ils vont être obligés de faire des concessions dans leurs armées qui sont déjà pas top pour ouvrir des battle tactiques. Pour ouvrir des battle tactiques, parce que s'ils l'ouvrent pas, et ben ils ont perdu, tout simplement. Ils ont perdu. Ils partent avec 2 points de retard parce qu'ils savent que sur les 5 battle tactiques, ils en ont que 4 de réalisables. Et donc du coup, ils perdent déjà 2 points parce qu'ils sont pas ouverts ça. Donc ils sont obligés de tordre la liste pour rentrer quelque chose qui va faire ça, par exemple. Donc ils vont être obligés de forcer ça. Donc du coup, par exemple, on va prendre l'exemple de IG. Il va être obligé de rentrer son sorcier. Ben, ça va peut-être lui coûter un Warchanter. Ça va peut-être lui coûter une ligne. Ça va peut-être lui coûter de la prise de table. Donc déjà qu'ils n'étaient pas très bons avec cette prise de table, si en plus tu leur enlèves, ben, c'est pire quoi. Donc ouais, une vraie démarcation. Ensuite, je pense qu'il y avait Cyril qui voulait qu'on fasse certaines armées type. Donc là, par exemple, on a le Stormcast, mais on peut par exemple faire aussi, on peut parler de Luminette notamment. Luminette, tu auras forcément des mages, donc tu auras forcément des battle tactiques ouvertes. Il y a certains moments Luminette où tu diras, est-ce que j'ai envie de faire celle-là? Je pense que ça arrivera. Pourquoi? Celle-là, on rappelle que c'est celle où tu dois lancer un sort et surtout ne pas être dissipé. Je pense que ça arrivera parce que les Luminette, ils ont des bonnes battle tactiques, mais ils en ont pas tant que ça. Et donc du coup, je pense que ça arrivera. Tu le feras sur des tours 4, des tours 5, où c'est plus très impactant, ta magie. Sur des tours 1, tu éviteras parce que tu voudras mettre ta Ward à 5, tu voudras mettre ton éthéré, ton speed of fish, ton nanani, et que s'il y en a un seul qui passe pas, c'est perdu. Ouais, voilà, Luminette, je pense qu'il y a ça qui va entrer en compte. Je pense que les listes, intrinsèquement, elles changeront pas trop. On pourra faire des petites réadaptations. On parle notamment d'un J. Peut-être qu'on va rentrer un petit chaman dedans, qui n'y était pas, pour t'ouvrir une battle tactique. On va parler de, par exemple, de cette liste Stormcast. Naturellement, on aurait joué Krondys. Et bien là, l'ajout du Runelord apporte vraiment quelque chose, donc le choix se met en place. Parce qu'on ne rentrait pas enfin Kerazai. Alors regardez pas les points, c'est juste les anciens points sur Scrubbuilder. Est-ce qu'on rentrerait pas enfin Kerazai plutôt que Krondys pour avoir ce Runelord? Mais on sait qu'on perd une battle tactique. Compliqué, mais le truc c'est qu'avec cette liste en fait tu t'en es ouverte 3 de ton BT parce que cette liste t'as un Runelord qui est un allié, t'as des dragons qui peuvent tuer Nanani, voilà. Donc tu t'es ouvert une battle tactique, tu as une deuxième, une troisième battle tactique et en même temps tu vas pouvoir sacrifier ton général qui est sur dragon, donc il va aller se battre T1, il va aller se battre, il finira par mourir et dans ce cas là t'as Gotrek ou Kerazai qui pourra venir le venger et donc t'ouvrir la battle tactique qui est ici. Voilà, ça va être vraiment comme on dit, des choix dans la liste. On reparle de Luminette. Est-ce que ton général, tu veux toujours que ça soit ton Nightlightner? Peut-être. Est-ce que tu vas pouvoir débloquer certaines choses? Est-ce que tu vas vouloir que ça soit plutôt ton Lord Régent? Comme ça, tu vas sacrifier ton Lord Régent. Il va finir par mourir. Au bout d'un moment, il ne servira plus ton Lord Régent. Donc tu l'envoies, il meurt, il t'ouvre une battle tactique. Pourquoi pas? C'est un choix. En fait, on est dans un moment où il y a un peu tout à refaire.
où on a des choix importants sur la création de la liste. On peut plus dire ah ça a l'air bien avec ça, ça a l'air fort, ah ça a l'air bien, ça a l'air marrant. Ouais, par contre ta liste elle peut faire que 2 battles tactiques en tout. Ah ben j'ai perdu du coup. Ouais. T'as perdu, du coup on peut commencer la partie si tu veux, mais de toute façon tu pars avec t'as que 2 battles tactiques, tu pars avec 6 points de retard. Donc maintenant il va falloir que tu rames toute la partie pour rattraper tes 6 points. Ou alors que tu me rases assez vite pour que tes 6 points soient rentables. Parce que tu sais que tu vas faire que 2 battles tactiques, mais si T2 tu m'as rasé, t'as gagné. Par contre si tu m'as pas rasé T2 et que je tiens jusqu'à 5 tours en marquant mes objets, on passe à autre chose, c'est fini pour toi. Voilà, c'est vraiment ce qui va être impactant je pense dans la méta, la prochaine méta. Et ouais, moi je trouve que ce delta entre les listes qui scorent facilement le secondaire et celles qui ne le scorent pas, bah, c'est perdu. Déjà les géants ils galéraient, ben maintenant c'est fini géant quoi. Tu peux plus, tu tapes pas, tu tankes pas, tu peux pas faire de secondaire, bah, tu joues pas quoi en fait. Tu joues pas. Voilà, je vais m'arrêter là Seb, et je vais mettre la vidéo en ligne pour Cyril. Comme ça il aura, elle dure 1h30 putain la vidéo. 1h45, wow, le pauvre. Allez let's go, merci. Oh j'ai pas fait l'enregistrement, je suis un connard. Ah, faut trop faire. Ah, tu seras le seul à l'avoir vu. Oh non, pas ça.